Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Cina Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinaparis.com. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue sur France Maghreb 2. Ah oui non, le Cina Paris c'est fini les gars, faut leur dire. Ils sont pas réveillés encore les mecs. C'était ce week-end, on y était d'ailleurs. Bonjour à tous, bienvenue, c'est parti pour le LGF, le Grand Forum jusqu'à 18h en ce lundi 31 octobre. On va finir ce mois aujourd'hui avec notre ami Gamal Abina, fondateur du MDC. Salut mon Gamal. Bonjour Christophe, bonjour à tout le monde. Avec Amin Sa aussi élu à la Courneuve. Comment ça va mon Amin? Très bien, et toi Christophe, bonjour aux auditeurs. Et puis aussi un petit poste du côté des élus de France aussi, hein. Enfin, un petit poste. Vice-président de l'association des élus de France. Bah oui, vice-président. Pas loin de Rudy alors. Rudy il est où? Il est pas président, il n'y a rien lui. Non, il est dit pas loin. Non, Rudy c'est notre secrétaire délégué général. Ah ouais. C'est pour ça qu'il a plus le temps de venir au LGF. Ah non. Il a le temps d'aller ailleurs mais pas ici. Voilà. Il reviendra. Ouais. On verra. Mam est de la partie, comment ça va Mam? Bonjour à toutes et à tous, ça va très bien, merci. Bon, bienvenue à toi, on va te retrouver à 2 reprises aujourd'hui. Tout à l'heure pour la chronique La belle histoire des génériques, consacrée à une émission... Une émission politique, ouais. Qui s'appelle L'événement. Voilà. Mais vous allez voir Oui, qu'est-ce qu'on va voir? Finalement, l'émission de France 2 n'est pas si originale que ça. Ah, en même temps, fallait pas s'attendre à grand chose, hein. Bon. Et puis bien entendu, à la fin de cette émission, notre ami Mam qui nous fera la belle histoire du jour, résumé de cette émission avec Amin Sa et Gamal Abina qui vont en prendre plein la tête. À tout de suite, c'est parti pour le programme. Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. La battle aujourd'hui. Au vu de l'actualité à l'Assemblée nationale, eh bien, je vous pose la question, est-ce qu'il faut que Emmanuel Macron annonce immédiatement une dissolution? On en débattra tout à l'heure. Vous êtes 67% à dire oui pour l'instant, à espérer cette dissolution rapide du Parlement. Eh bien, on en parle tout à l'heure dans la battle pour voter le Grand Forum FM2 sur Twitter. Nous allons parler d'un film qui sort dans 2 jours, le 2 novembre prochain, dans toutes les salles de ciné, c'est Arca. Un film de Lotfi Nathan, et on recevra l'acteur principal récompensé au Festival de Cannes, s'il vous plaît, qui sera avec nous, Adam Bessa, sur France Maghreb 2 à 17h pour parler de ce film Arca qui sort dans les salles donc dans 2 jours. Le sommet arabe qui débutera demain à Alger, qui est boudé quand même par pas mal de monarchies, il faut le dire, et on vient de l'apprendre, plutôt on l'a appris, c'est pas une surprise. Mohamed VI annule sa venue en Algérie. Il ne sera pas là, le Maroc sera ainsi représenté par Bourita, qui est arrivé lui samedi. On fera le point évidemment. Et puis on a un petit mot évidemment sur le Brésil, avec l'élection de Lula cette nuit. Aucune réaction pour l'instant de Bolsonaro. Il a du mal à accepter la défaite, ça peut arriver. Et puis bien entendu, Gamal Abina recevra aussi dans un instant Rachid Kourouchi pour parler de ce qui va se passer demain à la Courneuve. Qu'est-ce qui va s'y passer, raconte-moi. Ah bien, un événement très très important pour la communauté algérienne établie à l'étranger, à savoir, et puis les Maghrébins en règle générale et les Africains. Il va offrir à la Courneuve une statue de 3,80 m faite en bronze pour j'allais dire presque commémorer le massacre du 17 octobre 61. Donc c'est un don qu'il fait à la ville pour faire en sorte qu'il y ait enfin, en plus de la stèle qui existe déjà au Pont Saint-Michel, qu'il y ait une statue qui consacre cet événement. Et ça se passera à la Courneuve chez toi, mon ami Amine. Oui, par ailleurs... T'étais au courant ou pas? Oui, j'étais au courant, mais par ailleurs, on a déjà un lieu de commémoration à la Courneuve qui existe. Oui, absolument. C'est une des raisons pour lesquelles il était motivé à le faire. Voilà, donc demain tu seras peut-être, Amine? Oui, probablement. Ouais, bon, très bien. C'est chez moi. En même temps. C'est parti pour les clins d'œil dans l'actualité. Il nous a quitté en 2020, c'est un acteur écossais, grand acteur, Sean Connery. Ouais. Si je vous demande un film de Sean Connery... James Bond directement. Bah oui, évidemment. Le nom de la rose qui est magnifique. Voilà. Oui, aussi. Il y en a beaucoup, c'est un acteur... Voilà, il y a Indiana Jones, Octobre Rouge... Absolument. Non, c'est un acteur extraordinaire. Amine, Sean Connery, ça te parle ou pas? Je suis pas très bon. Ouais.
au cinéma, mais j'ai vu des films de Sean Connery, évidemment. Grand acteur américain. Non, écossais, monsieur, pas américain, attention. Film américain, mais écossais. Écossais. Faut le pardonner. Enfin, c'est le cinéma américain quand même. Oui. Ouais, James Bond, c'est pas américain non plus. C'est quoi? C'est anglais. C'est anglais. Britannique. Ah, c'est anglais, c'est britannique. C'est comme ça qu'il a été révélé. Ah oui. Alors, et puis en 1984, c'est l'assassinat d'une femme politique indienne. Même si je meurs au service du pays, j'en serai fier. Chaque goutte de mon sang, j'en suis sûr, contribuera à la croissance de l'Inde et la rendra forte et dynamique. Lorsque Madame Indira Gandhi prononçait ces mots, hier, elle ne se doutait pas que le destin armerait aujourd'hui le bras de ses assassins. Selon les témoins, le Premier ministre indien a été abattu de 7 balles tirées dans l'abdomen par 3 membres sikhs de sa garde personnelle. Depuis l'assaut contre le temple d'or d'Amritsar, les sikhs étaient entrés en rébellion ouverte contre le gouvernement central, les plus modérés réclamant l'autonomie et les plus extrémistes la création d'un État sikh indépendant. Nous allons bien sûr revenir sur cette question dans un instant, mais auparavant les circonstances de la mort de Madame Gandhi avec Philippe Gassot. Ce sont 3 sikhs de la garde personnelle, comme ceux-ci, d'Indira Gandhi, qui ont ouvert le feu sur le Premier ministre indien. Les 3 hommes ont vidé sur leurs victimes les chargeurs de leurs pistolets mitrailleurs. 2 d'entre eux ont été tués, l'autre arrêté. Madame Gandhi a été atteinte à l'estomac et à la poitrine par 7 balles. Le traquenard avait été prévu de bonne heure ce matin, devant l'habitation ici du Premier ministre. Tout était prêt pour le moment où elle sortirait de chez elle afin de se rendre dans son cabinet de travail situé dans un autre bâtiment. Indira Gandhi n'a pas été tuée sur le coup, elle a été transportée inconsciente dans le plus grand des hôpitaux de la capitale indienne, le All India Medical Science Institute. Là, elle a été aussitôt conduite dans la salle d'opération. La tentative des 12 médecins et chirurgiens a duré plus de 12 heures. C'est à 13h20 heure locale, 8h50 heure française, que la nouvelle a été annoncée au monde. Indira Gandhi, Premier ministre de l'Inde, est morte. Elle a été assassinée. La fille du Pandit Nehru semble avoir été la victime de la véritable rébellion de la secte sikh. Un coup de téléphone anonyme a revendiqué l'attentat auprès de l'agence Associated Press de New Delhi. Le mystérieux correspondant a déclaré « Nous avons pris notre revanche, longue vie à la religion sikh ». Il n'a donné cependant aucun élément qui aurait pu authentifier la revendication. Les sikhs les plus ultras avaient crié vengeance après l'assaut donné contre le temple d'Amritsar. Leur représentant à Londres en ce moment exulte. À présent, il faut bien parler de succession. C'est le fils du Premier ministre qui pourrait être désigné. Rajiv Gandhi est déjà secrétaire général du parti du Congrès. Une étrange prémonition avait fait dire à Indira Gandhi hier « Même si je meurs au service du pays, j'en serai fier ». Incroyable quand même, hein, cette histoire de Indira Gandhi assassinée en 1984, Gamal. Oui, en même temps, il y a un contexte qui était quand même assez violent à l'époque, il y a une réalité d'une dégradation économique, il y a beaucoup de choses qui ont concouru à cela, et puis les Sikhs, c'est des gens qui sont extrêmement radicaux lorsqu'on les provoque. Ils ont considéré que c'était une atteinte à l'intégrité de leur culte, et ils l'ont fait payer très cher. Ouais. Amine, peut-être quelque chose à rajouter sur l'assassinat de la première ministre Indira Gandhi. Non, Gamal a tout dit. Hein. Je souscris pleinement à ses propos. Et puis évidemment, c'était l'événement en 2011, mon cher Gamal. C'est l'UNESCO qui admet la Palestine comme État membre. Ah, on s'en souvient, on en avait parlé. Je me rappelle d'ailleurs que Brahim Hasmail membre observateur, il me semble. Ouais, membre observateur, absolument. Qui c'était survenu quelques mois après sa disparition. Et on aurait aimé qu'il voit ça parce qu'il aurait été content. Voilà. Tout à fait. En tout cas, voilà pour ce qui est des différents clins d'œil. Un petit mot sur ce qui s'est passé au Cina Paris à l'espace Charenton ce week-end durant 3 jours. C'était le salon immobilier neuf algérien qui a tenu toutes ses promesses. Gamal, je t'ai croisé samedi. Voilà. Ouais, j'ai fait 2 jours, j'ai donné un petit coup de main par rapport à la com, mais au-delà de ça, effectivement, ce salon est le premier du genre. Et j'étais très agréablement surpris. J'étais déçu qu'il n'y ait pas de présence de banque. C'était un petit peu le défaut. Les banques ne sont pas déplacées. C'est un test. L'organisateur a fait le maximum avec sa femme pour faire un salon qui tienne la route. Mais j'étais très surpris par la qualité des prestations. Parce que moi, en règle générale, j'allais souvent au Maroc et je voyais les constructions qui étaient vraiment de belles factures. On est vraiment sur du haut niveau au Maroc. Et on se rend compte qu'en Algérie, ce modèle économique, cette façon de construire, ils se sont réappropriés ça et ça donne vraiment de belles fabrications. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas toute l'Algérie.
l'Algérie, on a surtout Oran, Alger et Béjaïa, mais il n'en demeure pas moins que les... Et Temouchen. Et Temouchen, absolument. Il faut bien que ça démarre quelque part. Ouais. Oui, mais c'est un démarrage. Il fallait faire en sorte qu'ils aient confiance, il faut les déplacer d'Algérie. Certains exposants n'ont pas pu venir, d'après ce que m'avait dit Sofiane, l'organisateur, parce qu'ils n'ont pas eu leur visa. Mais dans tous les cas de figure, le nombre de personnes qui est venu, sachant les moyens qui étaient réduits tout de même, la qualité des prestations, les conférences, enfin tout un tas de choses qui ont été mises en place, font que ce salon est une première et une belle réussite. Oui, et j'ai eu la chance de rencontrer l'architecte Halim Faïdi hier, celui qui a dessiné le musée d'art moderne à Alger, et surtout le ministère des Affaires étrangères. Voilà, et puis ils sont en train de travailler, nous dit-il, sur la gare centrale d'Alger. Donc effectivement, il y a plein de choses qui se passent en Algérie, et c'est pas pour nous déplaire, tant mieux que ce pays, en tout cas, connaisse une certaine ouverture et de nouveaux projets. Et c'est vrai qu'il y avait du monde, beaucoup de monde. Hein, les organisateurs étaient contents, les exposants étaient contents. Et France Maghreb 2 était sur place tout au long de ce week-end, toute l'équipe s'est mobilisée et on a fait du bon boulot, voilà, pour le coup, et j'espère que vous avez peut-être fait, pour celles et ceux qui étiez, peut-être de bonnes affaires, en tout cas pris des bons renseignements pour éventuellement acheter un bien. Et une petite mention spéciale en dehors de toi, Christophe. Félicitations à Hanan qui s'est battu comme une diablaise, absolument, qui s'est vraiment battu beaucoup, qui s'est fatigué énormément, qui a donné le maximum d'elle-même pour que le salon soit aussi une réussite. Absolument. Allez, dans un instant, Rachid Koreshi sera avec nous dans un instant sur France Maghreb 2 pour parler de cette stèle. Une statue. Oui, c'est une statue. Qui va être offerte demain à La Courneuve, et inaugurée demain à La Courneuve, demain matin, jour du 1er novembre. Ça a du sens. Tout à fait. Aussi, d'avoir choisi cette date. Et on parlera juste après, évidemment, de ce sommet arabe. Que faut-il en attendre au vu de quand même pas mal de boudage de la part des monarchies. Le roi Abdallah ne sera pas là, les Émirats non plus, représentés par tout sauf leurs dirigeants. MBS a prétexté un problème d'oreille pour pas venir. M6 qui annule sa participation. Bon, voilà. Mais quoi qu'il arrive, il se tiendra même bel et bien demain à Alger. Et on va parler, paraît-il, beaucoup de Palestine. Restez avec nous sur France Maghreb 2, sur évidemment votre radio dans l'émission du LGF. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF, merci d'être avec nous, avec Kamal Abina, avec Amin Sa, avec Mam, la belle histoire, bien sûr, sur France Maghreb 2. Et je vous propose tout de suite d'accueillir notre premier invité de l'après-midi, Rachid Koreshi, artiste plasticien qui est avec nous. Bonjour Rachid. Rachid ? Il est où Rachid ? Aucune idée. Rachid ? Bon, on va essayer de le rappeler, vous inquiétez pas, messieurs. Évidemment, sur France Maghreb 2, normalement, il devrait être par ici, notre ami Rachid. Comment ça se fait qu'il est pas là ? C'est Gamal Abina qui a foutu le bazar. Jamais, moi, je fais que des complots. Ah bon ? Les Algériens, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Regarde, c'est le propos zémourien. Avec Zemmour sur le secor. on a alors, première sonnerie, tout de suite la valise. Rachid. Oui, bonjour Rachid, c'est Christophe, France Maghreb 2, vous êtes en direct, mon cher Rachid Koreshi. Vous m'attendez 2 secondes, je mets un écouteur. Oui, mettez ce que vous voulez, Rachid, il n'y a pas de problème. Évidemment, on va parler de la Courneuve, évidemment, on va parler de ce qui va se passer demain matin. Rachid Koreshi qui va offrir une statue donc concernant le 17 octobre 61 à La Courneuve, ça sera inauguré demain matin. Si mes informations sont bonnes. Rachid, bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors, parlez-nous de cette statue qui est assez impressionnante, paraît-il. Qui vous a balancé ça déjà? Une balance qui est en face de moi, mais je ne dirai pas son nom. Voilà, en fait, c'est très particulier cette pièce. Merci. Parce que, naturellement, le 17 octobre, c'est partie d'une autre histoire en réalité, parce qu'il y a eu le 5 juillet dernier, donc officiellement, à la demande du président, et en guillemets des festivités commémorées quand même le 5 juillet, qui est date de l'indépendance de l'Algérie. Moi, j'ai fait des choses à l'envers, en disant que l'indépendance c'est ok, comme dans beaucoup
beaucoup de pays du monde, beaucoup de gens sont revenus. Je pense au Cambodge, au Vietnam, au Laos, en Amérique latine, en Afrique, bref. Mais c'est plutôt, moi j'ai pensé plutôt partir de l'étincelle qui a déclenché la révolution en Algérie, qui a été le 1er novembre 1954. Et puis, naturellement, il y a eu ce génocide qui a été fait par les patrons, les Tougés, compagnie. Bon, il y a plein de choses, les gens qui sont habitués à ce genre d'histoire, et que malheureusement, on les met sur les oiseaux, on essaie de les oublier. Et comme ce lieu formidable qui est la Corée, Saint-Denis, Bameni, les compagnies, c'est quand même la zone où moi, Ghana et Bangama. Quand j'étais à 18 ans, je suis venu ici au Vareto, à Paris, après Beaux-Arts, etc. J'allais voir des paysans qui venaient des Aurès, dont beaucoup de différentes tribus qu'on connaissait très bien, surtout mon père qui était un résistant, on connaissait très bien. Donc j'allais toujours leur rendre visite, savoir dans quel état ils sont, s'ils ont besoin un peu d'argent pour la famille là-bas, mon père peut les aider, bon bref. Donc là aujourd'hui je découvre que le bidonville a totalement disparu, effacé, et c'est marrant, ça m'a fait toujours, on a fait le miroir des gens qui sont partis dans la Seine, tués, et qui ne sont plus jamais revenus. Et tout ce bidonville, il n'y avait que les thermiques, les billboards à l'époque, il n'y avait pas encore de plastique, et les tentes, il n'y avait pas d'égout, il n'y avait pas de canalisation. Et c'était pour moi un effacement, mais en même temps remplacé par un bonheur d'une forêt de 400 hectares et de lacs, c'est une sublime espace. Et je m'étais dit, c'est là où il faut éventuellement commémorer ces gens, pas simplement avec le petit plaque qui est sur le pont, Saint-Michel, mais j'ai un symbole réel. Que les familles de ceux qui ont disparu, ou ceux qui continuent à s'en souvenir, parce que malheureusement, nous, on a normalement une jeune femme qui va intervenir, et sa tante a disparu, n'est jamais revenue. Et cette dame, aujourd'hui, a 60 ans. Ouais. Alors Rachid, ça tombe bien parce qu'en plateau, parmi les chroniqueurs aujourd'hui, nous avons un élu de la Courneuve qui est avec nous, Amin Sa. Qu'as-tu à dire à Rachid Qureshi qui offre cette statue à ta ville, la Courneuve, chez toi, mon Amin? Bah, d'abord, merci. Oui. C'est un honneur que de recevoir cette. Alors, je vais pas m'exprimer au nom de la commune, mais en tout cas, en tant qu'élu de la Courneuve, moi, je me réjouis de recevoir, d'accueillir cette œuvre à la Courneuve. On sait ce que ça représente à la Courneuve, puisque on s'est inscrit dans une certaine démarche de reconnaissance, de commémoration, etc. depuis plusieurs années. Et donc, c'est une sorte de suite logique finalement que d'accueillir cette œuvre. Et donc, je m'en réjouis et je remercie une nouvelle fois pour ce beau cadeau. Voilà. Merci. Non, les remerciements. Moi, ça m'émeut beaucoup de le faire déjà. Oui, pourquoi ça vous émeut, Rachid? Parce que je vois encore mon père torturé sous mes yeux, donc pendant la guerre, dans la jeunesse. Je vois ma mère violente parce que les Palestiniens avaient lâché des chiens affamés sur lui qui dévoraient littéralement debout. Parce qu'on a eu beaucoup de parents qui ont été tués aussi, parce qu'on voyait les femmes les morts sur la tête, et en même temps, vous ne met surtout pas ensemble tous les Français, donc aussi bien ceux de l'Algérie que ceux de France. Que les pauvres envoient leurs enfants se faire tuer pour une cause, pour une dîner, qui ne les regarde même pas, qui ne les concerne pas. Donc, c'est des douleurs de tous côtés. Moi, je suis... Alors, est-ce que vous pouvez bouger un petit peu, Rachid, parce que voilà, le réseau est pas terrible là, a priori. On ne comprend pas tout ce que vous dites. Là, c'est mieux. Mais là, c'est mieux ou pas? Voilà, là c'est mieux. Alors, Gamal Abina, peut-être un petit commentaire sur ce geste de notre ami Rachid Qureshi, pardon. Oui, donc merci déjà pour commencer. On se connaît déjà très bien, Rachid et moi. En substance, je le remercie pour deux raisons. La première, parce qu'il le fait de façon très désintéressée. Il offre la statue, ce qui est quand même pas anodin pour un artiste de ce calibre. Et la seconde, parce qu'effectivement, c'est la première vraie statue sur stèle qui va être érigée en la mémoire de ces martyrs. On a une plaque qui a été faite sur le pont Saint-Michel, qui existe aujourd'hui. C'est une petite stèle, mais cette statue aura une dimension qui est beaucoup plus forte dans la mesure où ça part de là-bas. Oui. Oui, allô? Dis-moi. Oui, je vous entends. Voilà, donc juste pour te féliciter, pour te féliciter de ton geste. Oui. Mais écoute, moi je ne sais pas, tu sais, c'est très bizarre cette histoire. Vous voulez que je vous raconte comment ça a démarré?
Ça se sent pas comme Ouais, mais le problème, Rachid, c'est qu'on vous entend mal, en fait. Franchement, vous êtes dans un endroit où vous captez pas très très bien. Si vous pouviez bouger un petit peu, parce que c'est absolument désagréable de ne pas comprendre l'ensemble de vos propos. Là, c'est mieux ou pas? Allez-y, normalement, ça devrait être mieux. Allez-y, on vous écoute. Alors, racontez-nous comment tout a commencé. Alors, ça a commencé parce que un jour, donc, la vice-présidente de la Courneuve, donc du département, l'État-Unis, et qui m'avait dit, j'étais à la Courneuve, et qui m'a dit, écoute, il y a le 60e anniversaire de l'indépendance d'Algérie, elle nous laisse faire quelque chose, pas vrai. Et moi, j'ai dit, je ne sais pas comment me reste, comme j'ai dit tout à l'heure, l'indépendance, je préfère le moment où on était dans l'enthousiasme, dans les rêves, dans la passion, on veut d'avoir un pays libre, un pays autonome, un pays riche, un pays solidaire. Voilà, donc on avait beaucoup de choses empilées comme ça, des rêves empilés, mais malheureusement, ça vous savez tous, même les pays, surtout dans les continents africains, encore aujourd'hui, nous quel désastre, tous ces pays qui sont battus pour leur indépendance, ce sont. Je ne veux pas dire qu'il faut qu'ils reviennent à l'époque coloniale, mais en fait, les rêves se transforment en cauchemar, malheureusement, de ça. Et il est quand même pire cette tranquillité, cette coordination. C'est que quand même totalement insolite. Et je voulais vraiment rester dans cette histoire. Alors, si jamais je me souviens d'avoir vécu au plein centre du premier festival panafricain à Alger, où les gens de toute l'Afrique, des Caraïbes, de l'Amérique latine, de Barbataire, et plein d'autres, c'était Bolilan, les Anikeba, la Simone, la Chichou. Voilà. Donc, c'était quand même une tornade de merveilleux valeurs, de beauté, de partage et de solidarité. Et je voulais un peu quelque part dire que ces gens sont disparus dans les corps n'ont pas apparu. Il faut absolument ne pas les oublier. Là, vous avez dit, vous n'avez pas tout le monde, il y a absolument raison de la population. Il y avait pas deux, enfin une femme qui a 60 ans qui se souvient encore des attentes. Mais pas ça. Ouais, alors, franchement, Rachid, c'est dommage, mais on comprend pas tout. Franchement, le réseau, enfin, vous êtes là, ça passe pas des masses. Alors, en tout cas, ce qu'il fallait retenir essentiellement, c'est donc ce geste, parce que c'est un geste, en tout cas, tout à fait sympathique, évidemment, que vous faites en offrant cette statue, donc pour le 17 octobre, demain, qui sera inaugurée et posée demain à La Courneuve, chez toi, Amine, demain matin. Donc, ça va être posé à quel endroit d'ailleurs, Amine, tu sais? Non, pas précisément. Je vais vous dire où c'est. C'est très simple, c'est en face du premier lac, là où il y a l'administration de la forêt et de l'ensemble donc, du bois, et elle est en hauteur et elle domine les lacs. Très bien. En plus, sympa, un bel endroit pour la mettre. Merci beaucoup, Rachid Koreshi, en tout cas. Merci. À très vite. Désolé, mais bon, la liaison n'était pas top. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rachid. À bientôt. Il faudra changer d'opérateur. Allez, dans un instant, on va aller du côté d'Alger parce que va se tenir à partir de demain, vous le savez, le sommet arabe, la Ligue arabe. Qu'attendre de cette Ligue arabe? Alors, pour vous donner un titre d'exemple, le seul représentant direct des monarchies sera le Qatar. Tout le reste, boudé. On sait pourquoi d'ailleurs. On en parlera dans un instant, bien entendu, mon Gamal. Et puis, bien entendu, un petit mot quand même au préalable, et avant tout cela, du Brésil. Amine, surpris ou pas que Lula l'ait remporté? Alors ça a été juste, faut pas dire que c'est une nette victoire. Mais en tout cas, il a gagné, visiblement, cette élection. Il va revenir au pouvoir, Lula, après avoir perdu contre Bolsonaro. Le voici de retour. Surpris, non, mais plutôt agréablement surpris parce que comment dire, le Bolsonaro a fait quand même un mandat particulièrement xénophobe, particulièrement difficile sur tous les plans, que ce soit sur le plan social, le plan économique. Enfin, on a vu l'ensemble des sorties qu'il a pu faire tout au long de son mandat qui étaient pas dignes d'un chef d'État d'un grand pays comme le Brésil. Et donc surtout sur le Covid, c'était catastrophique. Notamment sur le Covid, et on sentait quand même dans le pays qu'il y avait une certaine ferveur, une volonté de changement, une volonté de tourner la page. Alors ça a été difficile parce que la campagne a été particulièrement tendue. Donc c'est d'une courte tête que Lula remporte cette élection. Je crois qu'il y a 2 millions d'écart, mais sur un pays qui compte plus de 120 millions, 175 millions, donc c'est énorme. C'est un score Giscard Mitterrand. C'est 50,9
49,1. C'est ça, donc c'est particulièrement serré. Et puis surtout, Bolsonaro ne s'est pas encore exprimé. Donc Lula a été évidemment félicité par tout un tas de chefs d'État du monde entier. Reste à savoir ce que va dire Bolsonaro. Il pourrait s'inscrire, ce que disait Gamal tout à l'heure, dans une logique un peu trumpiste. On va attendre de voir. Ne pas reconnaître sa défaite. Notamment, donc on va attendre de voir quelle sera sa réaction. Gamal, Bolsonaro qui fait quand même 49 et quelques. Ça fait peur parce que d'abord on a un Lula qui revient de très loin, il a quand même fait plus de 500 jours de prison. Oui. Ensuite, pour être précis, c'est 210 millions d'habitants le Brésil. Ça va donner peut-être des espoirs à Mélenchon. Non pas qu'il ait fait de prison, mais perquisition, etc. Il est assez âgé d'ailleurs, Lula. 77 ans. Voilà, donc. Il y a un concours avec Biden qui le bat de 3 ans. Mais plus sérieusement, c'est un pays qui est le pays des paradoxes et des extrêmes. C'est un pays qui fait partie des BRICS, c'est un pays qui monte en puissance, c'est un pays qui a été saccagé sur le plan social par cette présence de Bolsonaro qui est d'extrême droite de façon claire. C'est un pays qui voit sa constitution en population à peu près 90% d'Indiens, de Latinos, de Noirs, de toutes sortes de gens du Sud en substance, 10% d'Européens à peu près en gros, et 1% de ces Européens tiennent 90% des richesses. Donc c'est vraiment le pays des extrêmes. Et en même temps, Lula, c'est l'homme qui a fait reculer la pauvreté de 50%, c'est l'homme qui a donné l'espoir au Brésil, c'est l'homme qui a sauvé les Indiens d'Amérique, enfin les Indiens du Brésil en substance, les Indiens d'Amazonie, et Bolsonaro est arrivé, a saccagé l'Amazonie, c'est des stades entiers qui disparaissaient par jour, c'est vous donner un peu le niveau, donc on est très heureux, mais moi je suis inquiet en vérité, parce que dans un pays où il y a de tels écarts, pourquoi, Gamal ? Parce qu'il est passé de justesse. Une mandature aussi détestable de la part de Bolsonaro avec le Covid. On se pose des questions quand même. 2 millions de voix d'avance, c'est marginal. Dans un Brésil quand même où la majorité de la population est pauvre. Donc on est très étonné de voir le résultat. Apparemment, Bolsonaro a séduit. Oui, il a séduit et ça a marché quand même parce que il fait 49%. Absolument. Et on voit d'ailleurs que la campagne d'entre-deux tours qui a duré longtemps au Brésil, c'est comme ça. Ça a été très 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 houleux quoi. Ça a été ils se sont pas épargnés les deux et c'est violent, y compris violent. La violence qui est aussi au rendez-vous au Brésil dans cette campagne, c'est invité avec des intimidations, avec des supporters de Lula qui ont été aussi agressés cette nuit. Enfin voilà, c'est une ambiance un petit peu tendue qu'on a constaté aussi à l'issue de cette élection. Le retour de Lula, effectivement, ça peut donner des espoirs aussi à beaucoup, parce que l'histoire est quand même extraordinaire. Amine, il fait 500 jours de prison, il arrive à réussir à revenir au pouvoir après, donc c'est quand même extraordinaire. C'est le retour du phénix, c'est ce que disait Gamin à l'instant, c'est que compte tenu à la fois de son âge, compte tenu de la période qu'il a passée en prison, compte tenu de tout un tas de difficultés, c'est assez remarquable quand même de voir à quel point il fait preuve de résilience finalement. Et oui, il y a une attente forte de la part des Brésiliens, et Gamal a pointé en effet quelque chose d'assez intéressant, c'est comment la victoire a pu être aussi serrée dans un pays où les inégalités ont été accentuées, amplifiées pendant le mandat de Bolsonaro, et comment est-ce que autant de gens arrivent à voter contre leurs propres intérêts finalement, c'est ça qui pose question. Est-ce qu'on peut dire que Gamal, comme Trump, s'il n'y avait pas eu le Covid, Bolsonaro aurait été réélu largement ? Alors, pas vraiment, parce que le problème du Covid, c'est que Trump, c'était un contact direct et violent. Il a perdu à cause du Covid de façon directe, puisqu'on est en pleine phase de déclin du Covid, mais tout de même. Trump a cru au boniment de tous les gens qui racontaient, il y avait l'hydroxychloroquine, le Covid n'existait pas, enfin bref. Donc, il est tombé dans un piège grossier, ce que Bolsonaro n'a pas connu de cette façon. Il y a eu 600 000 ou c'est presque 700 000 morts au Brésil. C'est considérable pour un pays de 200 millions d'habitants. Mais ce qui l'a impacté le plus, pour ça que je parle de score serré, c'est que malgré tout, avec un discours ultranational, raciste, xénophobe, excusez-moi les termes. Pas zoophile, non. Homophobe, je dis une bêtise, je pense aux animaux. Après, on sait pas, oui. Tout est possible, mais bon, une chose est certaine, c'est que cet homme a réussi à séduire. Et il faut comprendre la façon dont s'exprime cet homme et son gouvernement, il n'est pas seul, évidemment. Quand on voit la façon dont il méprisait les Français alors qu'il y a des accords qui étaient signés, quand on voit la façon dont il méprisait les pauvres, clairement la pauvreté a augmenté de façon radicale, surtout à la suite du Covid, et quand on voit que c'est quand même un des principaux acteurs du BRICS, c'est très important de savoir que le Brésil, c'est pas un petit pays qui a du pétrole aujourd'hui, qui a du gaz. Eh bien, c'est très inquiétant d'avoir mis les mains d'une telle puissance à un homme aussi déséquilibré, à mon sens. Bon, allez, dans un instant, on verra on attend avec impatience la réaction de Bolsonaro pour voir un petit peu comment
dans quel axe il se dirige. Est-ce qu'il reconnaît la défaite ou alors est-ce qu'au contraire il va faire du Trump en ne reconnaissant pas sa défaite et à essayer de perturber davantage le début de mandat de Lula. Dans un instant, direction Alger pour à la veille de ce sommet arabe de la Ligue arabe réunie à Alger avec beaucoup d'absents de taille. Les monarchies du Golfe sont quasiment toutes absentes de manière directe, en tout cas pour la représentation. Seul le Qatar est représenté directement. Mohamed VI qui a annoncé l'annulation de sa venue à Alger, alors qu'on apprend au même moment qu'il sera présent au Sahara dans quelques jours. Bon, je ne sais pas quel signe il faut y voir et quelle interprétation. Alors il y a eu beaucoup d'informations aussi, on en refera le point peut-être un peu gamal ce week-end sur le ministre Bourreta, le ministre des Affaires étrangères marocain, qui aurait, et ça a été démenti des deux côtés d'ailleurs, Alger et Rabat, été très mal accueilli. Bourreta n'aurait même pas été reçu dans un tête-à-tête avec la Mamra. On va essayer de regrouper un peu toutes nos informations et de savoir que faut-il en attendre finalement de ce sommet arabe. Est-ce que ceux qui appelaient au boycott de ce sommet arabe à Alger ont réussi ou pas? On en reparle dans un instant, tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous et vous pouvez évidemment nous appeler, mesdames, messieurs, au 01 40 33 9000. Le standard est ouvert pour votre émission du LGF. On a rencontré d'ailleurs, mon Gamal, beaucoup d'auditrices et d'auditeurs ce week-end au Ciné Paris qui écoutent le Grand Forum et qu'il faut féliciter. Et je dois dire, c'est pas parce qu'il est là, mais c'est la vérité, que beaucoup, parce que moi je demande, tu sais, tu me connais, hein, je demande quel est votre chroniqueur préféré. Gamal Abina revient souvent. Apparemment, tu es très apprécié, Gamal. Je sais pas comment tu fais, mais... Hein, je suis très mérité. Très mérité. Bon, d'accord. Non, mais je paye les gens. Oui, je sais pas comment tu fais. Gamal Abina est très très apprécié par nos auditrices et nos auditeurs. Quel est le moins apprécié maintenant? Ah, bah je prends un risque là. Non, mais oui, risque. Ouais, faut que je demande effectivement. Moi, bonne réponse. Tiens, petite information climat, les enfants. Attention, prudence, cette nuit et demain, des vents violents dépassant les 100 km/h sont annoncés sur la région parisienne. C'est ce que nous annonce Météo France. Donc prudence, si vous avez des choses dans les jardins ou les fleurs sur le balcon, rentrez-les. Ça pourrait éviter des catastrophes. Voilà. 01 40 33 9000, on va parler du sommet d'Alger maintenant, la Ligue arabe qui s'est réunie évidemment demain à Alger pendant 2 jours, avec quand même des absences de taille. La plupart, pour ne pas dire quasi toutes les monarchies arabes sont absentes de manière directe. Hein, évidemment, le roi de Jordanie n'y est pas, le MBS n'est pas là, le Koweït non plus. Voilà, représenté évidemment par des ministres, mais pas directement. Seul le Qatar, Gamal, est là. Alors tu nous disais, c'est logique. Pourquoi c'est logique? Parce que l'Algérie, au moment où il y a eu la confrontation, où il y a eu l'affrontement littéralement entre l'Arabie et le Qatar pour des raisons idéologiques, frères musulmans contre wahhabistes, l'Arabie a failli attaquer le Qatar. Il y a eu une levée de bouclier des Turcs, ce qui était extraordinaire, des Iraniens. C'est la première fois que les chiites et sunnites sont d'accord pour sauver le Qatar d'une attaque qui était programmée. Une attaque programmée avec un Trump qui se rendait même pas compte qu'il y avait des armées américaines au Qatar. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite de ça, il y a eu un blocus contre le Qatar, un vrai blocus. Hein. L'objectif, c'est de les étouffer. Et les Turcs ont apporté leur soutien immédiatement, les Iraniens, mais les Algériens aussi. Ils ont envoyé un bateau spécialement affrété, des avions, pour faire en sorte que le Qatar, qui dépend évidemment de l'extérieur pour sa nourriture, ne soit pas mis en difficulté. Et à la suite de ça, bien les Qataris ont beaucoup apprécié le geste, et c'est une des raisons pour lesquelles le seul pays du Conseil de coopération du Golfe, le Qatar, est présent. Alors à l'inverse, pourquoi les autres boudent? Alors les raisons sont très simples. D'abord, la principale motivation qui les pousse à ne pas venir, avec des excuses bidons comme l'histoire de l'oreille de M. Ben Salman, c'est simplement parce qu'il y a ces fameux accords d'Abraham qui sont des paix signés, des paix séparées, que les Algériens évidemment ne valident pas. Donc on voit bien que le Maroc a signé ces accords. Bon, il y a la question du Sahara occidental, mais ça n'empêchait pas les Marocains de venir. Les accords d'Abraham, les pays du Golfe qui ne viennent pas sont tous signataires, sauf l'Arabie qui est plutôt favorable, ne viennent pas. Et les Algériens ont dit que ce sommet serait à la fois un sommet de la réconciliation, ce qui pour moi est nécessaire et absolument nécessaire, et en même temps le sommet qui consacrera, le 5 juillet, ça a été le cas, la réunification des rangs palestiniens pour faire en sorte que la cause palestinienne soit portée en premier lieu, étant la cause la plus importante du monde arabe. Donc les Algériens ont dit on la soutient et c'est un des premiers sujets. Donc ça veut dire qu'on parle Palestine, ça n'intéresse pas ces pays-là, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les accords d'Abraham interdisent à ces pays de dire on va soutenir la Palestine de façon ouverte. Ça ne veut pas dire que les peuples soutiennent, évidemment. Là, il n'y a même pas de négociation. On ne parle pas des peuples, on parle des dirigeants. Les dirigeants ne veulent plus entendre parler de la problématique palestinienne. Ils ont fait une proposition en 2005 de la paix contre les territoires.
Israël a refusé, évidemment, comme toujours. Ensuite, ils ont accepté ces accords d'Abraham, qui sont des accords de petites paix séparées qui ne vont rien apporter de plus. Et en même temps, c'est un renoncement à une cause sacrée pour les arabo-musulmans. Et je parle bien des arabo-musulmans au sens large. Absence aussi de taille, Gamal, c'est le roi Mohamed VI qui a annulé sa participation. Alors ça, je peux l'expliquer malheureusement. Alors, il y a un ministre des Affaires étrangères qui est un petit peu indélicat, qui est arrivé un peu énervé. On a vu les images. Je vous invite à regarder sur Internet. On sent bien qu'il n'était pas là à son aise, qui prétend qu'il était mal accueilli. Bon, les Algériens, c'est pas forcément le sourire qu'ils ont quand ils reçoivent des gens en général, mais il a trouvé des prétextes et le principal prétexte, c'est une erreur. Et j'ai eu la rédactrice en chef de la chaîne de télévision AL24 News, qui ont fait une carte. C'est une erreur, c'est pas une intention de leur part parce qu'ils sont quand même sous la direction de l'État algérien, qui ont fait une carte où ils ont exclu, et c'est dommage, le Sahara occidental du monde arabe. Or, le Sahara occidental, qu'on le veuille ou non, marocain ou pas, il est dans le monde arabe. C'est un fait. C'est un pays arabe. Donc, enfin, un pays ou une région arabe, on choisira. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont produit cette carte-là, et c'est un des prétextes qu'il a invoqué pour interpeller le jour de la réunion la Mamra, de façon un petit peu cavalière d'ailleurs, et ça s'est pas bien passé à ce moment-là parce que la Mamra lui a pas donné la parole. La chaîne s'est excusée parce que c'est une erreur et non pas une intention. Malheureusement, il aurait fallu n'importe quel prétexte aurait été bon. Si le couscous était raté, il serait parti. Donc on comprend qu'il y a une rupture, c'est dommage. Je le tiens à le préciser, parce que le Maroc est un pays arabe comme tous les pays arabes qui mérite d'avoir sa place dans un sommet aussi important. Malheureusement, il ne sera pas présent. Oui, alors est-ce que pour autant, et après toutes ces informations, Amine, on peut dire que le sommet de la Ligue arabe à Alger est d'ores et déjà un échec ou pas ? On peut dire déjà qu'il est mal parti. En tout cas, il démarre sur les chapeaux de roue. Bon, tout le monde sera représenté, hein, même si bien sûr, oui. Je parlais de manière directe. Les États membres, les 21 ou 22 États membres ne seront pas forcément représentés à un très haut niveau. Tout le monde enverra une délégation, donc y a pas de, on ne boude pas le sommet. C'est juste que je crois que de part et d'autre, on lui accorde de moins en moins de crédit finalement. C'est ça. Et puis Gamal l'a dit, c'est que sur la question centrale de la politique extérieure, c'est-à-dire au-delà des affaires qui concernent uniquement les pays arabes, il y a des désaccords profonds sur la conduite à tenir sur le conflit israélo-palestinien, surtout sur d'autres conflits, et c'est là où c'est dommage, et je pense que ça a aussi participé à à contraindre certains chefs d'État à ne pas s'y rendre pour notamment éviter d'aller sur ces sujets-là. Et en effet, Mohamed VI avait je crois, jusqu'au dernier moment envisagé d'y participer, mais compte tenu notamment des nombreuses... je sais pas comment on peut dire ça. Friction, on peut dire ça. Oui, puis aussi le fait que d'autres chefs d'État aient fait le choix de ne pas s'y rendre, en tout cas de ne pas accorder suffisamment d'importance à ce sommet, à jouer dans la balance. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est dommage parce que finalement, c'est sans doute en ce moment, dans la période que nous vivons, avec les nombreuses crises qui traversent le monde, que on a besoin d'une unité, en tout cas dans le monde arabe. Et c'est bien dommage de ne pas s'y retrouver, quoi. Ouais, Méziane est avec nous au standard 01 40 33 9000. Bonsoir Méziane. Oui, bonjour Christophe, bonjour à tes invités. Bonjour. Je voudrais interpeller particulièrement M. Gamel Abina. Oui, on t'écoute, vas-y. Je poser une question. Ouais. Depuis quand existe le sommet de la Ligue arabe et à quoi ça sert? Puisqu'il n'y a jamais eu une décision, capitale, qui a changé quoi que ce soit dans la politique étrangère, particulièrement israélienne, concernant la Palestine. Alors, bon, déjà pour expliquer... Bonne question, merci. Très bonne question. Bon, je vais faire vite parce que ça va être un peu long. Ça a été pensé en 1944 et ça a été consacré le premier sommet par des pays arabes, d'ailleurs, les plus importants, l'Arabie, l'Égypte, en 1945. Donc c'est le premier. On est au 31e sommet. Ça faisait 4 ans depuis le Covid qu'il n'y avait pas eu de sommet. Alors à quoi sert le sommet de la Ligue arabe? Au départ, il y a eu des moments très forts pour ce sommet sur la question palestinienne. En 1973, par exemple, le sommet se tient à Alger. C'est souvent Alger d'ailleurs qui a les tournants. Yasser Arafat va prendre la parole à un lieu parce que feu Bouteflika l'y accompagne, ministre des Affaires étrangères. Donc c'est la première fois qu'on consacre l'idée d'un peuple palestinien.
Avant, on disait les Arabes, on ne disait pas les Palestiniens. La seconde fois, en 88, ça revient à Alger. Il y a le Conseil national palestinien qui consacre la création de l'État palestinien et le sommet de la Ligue arabe le valide. La troisième fois, malheureusement, c'est en 91 avec l'Irak, où là, effectivement, la fraction est en train de se faire, la fracture. Et aujourd'hui, après il y a eu 2013, à chaque fois qu'il y a un sommet arabe, en règle générale, on tente des choses qui, malheureusement, font chou blanc. Pourquoi ? Par exemple, il y a en 77-78 avec les accords de Camp David, quand Sadat fait sa paix séparée, le sommet arabe exclut l'Égypte de sa structure. Et en 2011, le sommet arabe à nouveau exclut cette fois-ci, la Ligue arabe va exclure la Syrie, qui n'y est pas revenue. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu disais qu'il y avait 21 ou 22 pays arabes, c'est 21 pays, effectivement. Et donc aujourd'hui, il montre une chose, ce sommet, c'est qu'on est dans une zone de turbulence très profonde et une ligne de fracture. Et j'espère, là maintenant c'est à titre personnel, que ce sommet accouchera au moins de deux choses. Un rapprochement entre les Marocains et les Algériens, je l'espère, mais ça c'est un peu peu. Parti mal barré, en tout cas. C'est mal barré, mais bon, ouais. Sait-on jamais les miracles. Et en même temps que la guerre intolérable que l'Arabie est en train de mener contre un des pays les plus pauvres de la planète, le Yémen, s'arrête. Que ce sommet puisse donner au moins qu'on arrête de tuer des enfants inutilement, un peuple qu'on massacre. Oui, mais il a mal aux oreilles l'autre, donc. Et puis dernière chose. Allô ? Oui, est-ce qu'il existe parmi tous ces pays réunis un pays, disons, pilote ? Aujourd'hui, c'est l'Algérie, évidemment, puisqu'il est à la tête du sommet. Et en même temps, en général, disons qu'il y a un poids, quoi. Les trois pays qui ont le plus de poids dans la Ligue arabe, les vrais pays qui ont du poids pour des questions numériques, idéologiques et militaires, c'est l'Arabie, évidemment, l'argent et l'affluence par rapport aux religieux. C'est l'Égypte, la plus grande puissance militaire arabe et la 12e puissance militaire mondiale. Et c'est l'Algérie pour des raisons idéologiques, le pays des martyrs, de la Révolution, et un pays qui n'est pas aligné. C'est important de le rappeler. Donc c'est les trois pays qui ont les poids les plus prépondérants. Tout le reste, c'est juste des à côté. C'est des pays qui ont moins de poids pour des raisons économiques. Pourquoi, excuse-moi, je finis. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas un espèce de référendum où c'est les peuples qui décident plutôt que les gouvernants ? Parce que l'idée de la démocratie dans le monde arabe, malheureusement, est un vœu pieux. C'est très loin, parce que les dirigeants arabes sont des autocrates très souvent. Même ceux qui sont élus ont des attitudes d'autocrates. Ils ne lâchent pas le pouvoir. J'en veux pour preuve Kadhafi, que j'aimais bien, 42 ans de pouvoir, et voulait placer son fils derrière lui. Donc il y a toujours des réactions un petit peu de pouvoir par transmission royale. On voit bien, par exemple, au Soudan, c'est pareil, ils ont failli nous faire le coup. Mais surtout en Égypte, ils voulaient mettre... La seule démocratie dans les pays arabes, elle est où ? Il n'y en a pas. Il faut être très honnête. Il y a des tentatives de démocratie. On voit des élections. Il faudrait que l'Algérie donne la voix. Après, je dis une bêtise. Non, c'est pas vrai ce que je veux dire. Il y a une chose quand même il faut rendre à César ce qui appartient à Mahmoud. La Tunisie, et c'est pas rien, est le seul pays arabe qui a eu effectivement une vraie démocratie qui s'est exprimée. Il y a eu une tentative en Algérie entre 88 et 91. Aujourd'hui, l'Algérie fait les élections, mais les standards sont pas totalement réunis, même si ça reste quand même plus démocratique que ne serait n'importe quelle dictature classique, militaire ou royaliste. Bon, merci beaucoup, et puis j'espère qu'un jour il y aura une démocratie, au moins en Algérie. On l'espère. Merci Méziane, salut à toi. Merci 01 40 33 9000 pour parler de cette Ligue arabe et de de cette tenue qui va se dérouler demain. Bon, vous l'avez compris, il n'y a pas grand monde qui va y assister. En tout cas, tous les pays évidemment sont représentés, mais de manière directe parmi les monarchies du Golfe, seul le Qatar, et Gamal s'en était expliqué dans un instant, sera là. Le roi Mohamed VI ne vient pas, c'est tout à fait officiel maintenant. Il ne se rendra pas à Alger comme c'était annoncé par Jeune Afrique, qui est un média très informé et, pour le coup et très bien payé aussi. Et très bien payé par qui vous savez. Et donc pour le coup, est-ce que ma question que j'ai envie de te poser, Gamal, dans un instant, est-ce que le fait le roi ne vienne pas directement à ce sommet de la Ligue arabe, je crois que ça fait un petit moment d'ailleurs qu'il ne s'est pas déplacé dans un quelconque sommet de la Ligue arabe, est-ce que ça va davantage isoler le Maroc ? On y revient dans un instant. 01 40 33 9000, à tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. C'est bien, ce lundi 31 octobre, vous êtes bien sur France Maghreb 2 avec Gamal Abina, avec Aminsa Imam qui sera là évidemment, qui est avec nous et qui sera là pour la chronique la belle histoire des génériques tout à l'heure et la chronique de fin d'émission. Ce qui est bien, c'est qu'il y a moins de pub là. 31 octobre, on sent que c'est le pont là. On sent que c'est le pont. Très bien. Il y en a qui font le pont et d'autres qui font le con. Voilà. Ouais. Et donc, c'est pas moi. Comment ça, il y en a qui font les deux ? C'est possible ? Ils font les cons sur un pont. Ah oui, pas mal. Joli. Bravo Amine. Myriam est avec nous. Bonsoir Myriam. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous souhaitiez réagir par rapport au sommet de la Ligue arabe ? On vous écoute, Myriam. Oui. J'aimerais juste me dire mon point de vue. C'est que mon point de vue. Je voulais parler par rapport à mon pays qui est le Maroc.
Vous savez très bien qu'il y a des tensions entre l'Algérie et le Maroc. Bien sûr. Donc c'est pour ça que peut-être que le roi, comme vous dites, a prétexté je sais pas, pour ne pas venir. Il y a des tensions, vous le savez très bien. Et ce n'est pas que par rapport à la diplomatie ou j'en sais rien, le roi et le président de l'Algérie. Il y a des tensions même entre le peuple, vous voyez. Parce que moi je vais vous dire une chose, c'est que l'Algérie a pris cette étiquette qui veut aider la Palestine. On a l'impression que les Marocains, ne font rien. On est le peuple, on soutient la Palestine. Je tenais à le préciser, je tenais à ce que tous les Algériens l'entendent parce que c'est des pics. Non mais laissez-moi parler parce que nous on le vit au quotidien. Voilà, on le vit. On a l'impression que c'est que l'Algérie qui veut que la Palestine s'en sorte, que la Palestine est bien sûr sous des bombes, bien sûr c'est injuste. Mais sachez qu'il y a des tensions entre l'Algérie et le Maroc et l'Algérie ne fait rien pour. Voilà, je voulais le dire et le préciser. Attendez, parce que je voulais juste vous poser une question, Myriam. Oui. Vous aviez raison jusqu'à la dernière partie de votre propos, à savoir que le peuple marocain, je veux dire, moi je le répétais ici assez souvent et je le répète s'il le faut encore une nouvelle fois, le peuple marocain a été et reste le peuple le plus mobilisé lorsqu'il s'agit de manifester son soutien à la Palestine. Ça, c'est incontestable et personne ne peut remettre ça en jeu. Par contre, voilà, pour la dernière partie du propos, Gamal, quant à savoir que voilà, d'après Myriam, d'après ce que vous nous dites, Myriam, si je ne dis pas de bêtises, vous dites il y a des tensions et que l'Algérie ne fait rien pour et je disais que l'Algérie ne fait rien pour arranger. Plus tout pour arranger les choses. Très bien. Bien sûr. Et voilà, je tiens à le dire parce que ça me fait mal au cœur de l'entendre. Et on a l'impression que nous, les Marocains, c'est les traîtres. Voilà. Non mais alors déjà, on va commencer par le début. Juste, pardon, Gamal, je tiens à repréciser quelque chose. Quand on parle du Maroc et de l'Algérie, on parle d'un point de vue dirigeant. Bien sûr. Aucun moment, il s'agit de parler des peuples qui, pour le coup, vous disiez qu'il y a des tensions entre les peuples. Moi, je pense pas. Moi, j'ai été au Maroc cet été. Je peux vous dire qu'ils adorent et ils sont d'ailleurs, ils rappellent sans cesse en disant nous, on n'a aucun problème avec les Algériens. Idem de l'autre côté. Absolument. Et les peuples, madame, ils sont mariés entre eux. Oui, ils sont donc bien sûr. Bah oui, madame. Je vous assure que moi, on nous dit ça au quotidien et il y a, c'est une montée. Vous voyez, c'est des pics. Je dis pas que voilà, mais on le vit. On a l'impression d'être nous, on n'a rien à voir avec le. Mais c'est une impression que vous avez. Et il n'y a pas que la Palestine qu'on soutient. On soutient tous les peuples qui sont injustement oppressés. Voilà. Mais il faut quand même rappeler une chose. D'abord, il ne faut pas confondre les dirigeants et les peuples. Je ne comprends pas qu'on parle des dirigeants et des peuples et qu'on confonde. De dire que les Algériens ne font rien pour arranger les choses, je suis désolé, mais les Marocains ne font rien non plus, puisqu'on parle des dirigeants. Oui, parce que vous ne rien, monsieur, peut-être. Non, moi je suis un... Écoutez, madame, vous marocaine, madame, peut-être. Écoutez, je vais couper court. Mais écoutez-moi, madame, si vous écoutez pas... que votre radio, c'est toujours en avance. J'ai l'impression que quand on parle du Maroc, on minimise. Enfin, voilà. C'est totalement faux, je suis le premier. Écoutez, madame, vous écoutez si vous êtes un peu démocrate. Je vous écoute, voilà. bien sûr, mais il y a des choses. Non, mais vous m'écoutez pas, madame. Je n'ai pas fait des études comme vous, mais il y a des choses que je fais. Et je trouve injuste de votre part que, voilà. Non, ce qui est injuste de votre part, c'est que vous mettez des mots que je n'ai pas utilisés. Depuis longtemps, vous savez. Eh ben, donc, vous pouvez pas dire ce que vous me dites là. Si vous me suivez, je suis équilibré dans mon propos. Si. Je peux finir parce que... Non, vous avez l'impression... Non, vous avez l'impression que le Maroc c'est le roi. Moi, je dis que le Maroc c'est le peuple. Madame, le Maroc c'est le peuple. D'accord ? Tous les pays arabes, c'est les peuples. Moi, je suis un nationaliste arabe. Donc, le truc Maroc-Algérie, ça ne marche pas avec moi. Ce que je vous dis, ça marche pas avec vous parce que vous le subissez peut-être pas. Non, je suis un nationaliste arabe. Donc, les Marocains sont arabes et je considère que c'est des frères. Il n'y a pas de discussion là-dessus. L'Algérie n'a rien fait pour non plus. Quand elle a envoyé les Marocains en 75 ou... C'est une faute, madame, c'est une faute. Il faut remonter à longtemps aussi. Ah, si on remonte à 63, l'agression du Maroc, on peut y aller dans ces bêtises. Je vous dis, les peuples arabes n'ont rien à voir. Monsieur, c'est ma tante qui l'a vécu. Elle a été expulsée. Donc, ce n'est pas des bêtises. Et en 63, madame, en 63, madame, en 63, je sais bien que c'est une faute de l'Algérie, je veux vous dire. Vous comprenez ce que je veux vous dire? L'expulsion des Marocains en 76 est une faute. L'agression de Hassan II, et pas du peuple, Hassan II en 63 est une faute. Il faut être très clair. Maintenant, ne confondez pas les dirigeants et les peuples. Je vous donne un exemple très concret. En 90, l'Algérie sur la Palestine, puisqu'il y avait une guerre civile, elle s'en occupait plus du tout.
Est-ce que c'était noble? Non, c'était pas bien. Les garçons, les gamins, attends. Bien sûr, mais elle ne s'occupait plus de rien. Ouais. Le Maroc a toujours soutenu la cause palestinienne, et quand vous dites le contraire de ce que j'aurais dit, c'est pas vrai. C'est enregistré, je vous dis, madame. Donc, faut être très clair. Ne confondez jamais les dirigeants. J'ai bien entendu et je sais. Non, vous n'avez pas entendu, c'est enregistré, ce que je dis tout le temps. Donc, c'est pas la peine de dire que vous avez entendu. Vous entendez ce que vous voulez. Les peuples marocains ont toujours soutenu la Palestine, et je dis tout le temps, j'ai encore dit hier à la télévision algérienne, n'oubliez jamais qu'Abdelkrim Khattabi est un héros du Maghreb et que l'Algérie l'a suivi. Abdelkrim Khattabi, c'est un Marocain que j'honore. Donc, faut pas confondre les peuples et les dirigeants. Quand les dirigeants sont bons, il faut les honorer. Quand ils sont moins bons, il faut les critiquer, comme que ce soit en Algérie ou au Maroc. Bien sûr, mais on a l'impression que l'Algérie, c'est la victime, quoi. Voilà. C'est ce que je voulais préciser. Je précise quand même, je tiens à le préciser. Voilà. La victime, il n'y a pas de victime, il y a des dirigeants. C'est fou quand même que comment la propagande des dirigeants fonctionne bien, y compris chez certaines personnes. Ouais, chez certaines personnes, c'est incroyable. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux. Si vous voulez les prouver, c'est sûr. C'est pas à longueur de journée. Très bien. Les réseaux sociaux, c'est quoi les réseaux sociaux? Ce sont des gens qui se cachent derrière leur écran. Qui vous dit que c'est pas les fascistes français? Qui vous dit que c'est pas les fascistes français? Je peux vous dire, madame, vous parlez des réseaux sociaux et c'est très intéressant ce que vous dites. C'est clair. À plusieurs reprises dans le passé, lorsqu'il y avait des tensions au Maghreb et même au Moyen-Orient, je peux vous dire qu'il y a des gens qui, voilà, de certaines ligues là, vous savez, les danseuses juives là, voilà, ils s'amusent à créer des faux comptes, à se faire passer soit pour des Algériens, soit pour des Marocains pour faire monter la tension, et tout le monde tombe dans le panneau. Voilà, donc s'il vous plaît, voilà. La preuve. Ah oui, bah si madame, puisque vous nous dites que c'est qui brandissait le drapeau comme bon. C'est des faux comptes, ça madame. Madame, vous savez combien de Marocains sur le plateau aujourd'hui? Il y a un Marocain et un Algérien. Est-ce que vous avez entendu un problème entre le Marocain et l'Algérien? Il n'y en a pas parce qu'on fait partie du peuple. Si vous confondez les dirigeants et les peuples, vous en sortirez jamais. Non, je ne confonds pas. Si, la preuve, vous parlez si, votre impression est fausse. Je voulais donner mon impression, je ressens. Là, je vais vous donner la mienne. Alors, Amine, toi, Amine, franco-marocain. Non, mais globalement, vous avez, enfin, de part et d'autre, il y a des choses intéressantes qui sont dites et il faut le reconnaître. Oui, de part et d'autre, il y a des dirigeants qui jouent pas suffisamment le jeu, en s'invectivant, notamment en étant dans des postures qui sont pas, qui ne vont pas dans le sens d'une réconciliation durable. Et ça, on peut l'entendre. Mais est-ce qu'il faut rechercher en permanence qui a commencé? Qui est arrivé en premier de la foule à poule? Si on rentre dans cette considération-là, on n'y arrivera pas. Donc oui, il y a d'une part les dirigeants, d'autre part les peuples, et là où moi je vous suis pas sur la question des réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas révélateurs d'une réalité des peuples. Moi, quand je suis au Maroc ou avec les Algériens que je fréquente, le mot qui revient souvent, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici à ce micro, c'est khawa khawa. Et c'est ce qui a toujours guidé, à mon avis, les peuples algériens et marocains, qui sont au-delà d'être uniquement frères. On partage énormément, on partage une culture, on partage une religion, on partage une langue, on partage énormément, on partage une histoire, un parcours, et ça c'est extrêmement important et c'est immuable, ça ne bougera pas, ça ne changera pas, même après des siècles de difficultés, de tensions, tout ce que vous voulez, ça ne changera pas. Et enfin, moi là où je peux vous rejoindre, c'est oui, il y a d'une part les peuples et d'autre part les dirigeants, mais entre les deux il y a les commentateurs, que nous sommes, et on a une responsabilité, notamment quand on prend la parole devant une caméra, devant un micro. Oui, on a une responsabilité parce que nos propos, ils peuvent influencer, ils peuvent notamment créer des tensions, peuvent être repris notamment sur les réseaux sociaux par des gens malveillants pour amplifier les tensions, et donc il faut pas qu'on tombe dans ce travers-là. Ouais. Moi, je ne retiens qu'une chose, c'est qu'entre ces deux peuples-là, entre ces deux nations-là, il n'y a pas l'ombre, il n'y a pas, je sais pas comment on dit, mais il n'y a pas de différence. Un nationalisme exacerbé, franchement, qui est on a bien plus en commun de ce côté-là du sommet arabe, j'ai envie de dire, que de l'autre côté du sommet arabe, où
où clairement la question palestinienne, par exemple, elle divise énormément. Je crois que sur la question palestinienne, puisque c'est celle qui revient le plus souvent, le Maroc et l'Algérie sont exactement sur la même ligne. Tout à fait. Et d'ailleurs, un exemple très concret pour jusqu'au. J'avais pas compris comme ça. Écoutez-moi, madame. Mais c'est pour ça qu'on débat, c'est aussi madame, pour s'entendre. Écoutez-moi, madame, juste une seconde, pour que vous compreniez bien mon propos. Je dis souvent aux télévisions algériennes, donc je passe dans les télévisions nationales algériennes, et je leur dis à chaque fois, n'oublions jamais que le héros de l'Algérie est un Marocain du Rif, et que c'est lui qui a inspiré la révolution. N'oublions jamais que le héros de l'Algérie, du Hirak, c'est un Rifin, encore une fois, quand il a fait son Hirak. L'Algérie est très souvent inspirée par les mouvements populaires marocains. Donc il ne faut jamais considérer que le peuple algérien ne regarde pas ce qui se passe de l'autre côté, parce que tous les dirigeants algériens, aujourd'hui, vous allez en Algérie, des Abdel Khatabi, il y en a partout, des collèges, des lycées, des avenues. Mohamed VI, plutôt, il y a des avenues chez nous en Algérie. Il ne faut jamais tomber dans ce piège de la division. Il y a des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur, ça arrive souvent, malheureusement, mais les peuples sont les mêmes et on est tous frères indiscutablement. Voilà Myriam, bon allez, arrêtez les réseaux sociaux, vous allez voir, ça fait du bien. C'est clair. Merci beaucoup Myriam. Je n'ai rien contre les Algériens, Évidemment, j'espère bien Myriam. Préciser ça, bien sûr. Voilà, ils sont, voilà. Mais je voulais juste préciser ça parce que ça peut envenimer les choses, ça envenime les choses. Il faut le dire. Il faut le dire et vous l'avez dit, en toute liberté, ma chère Myriam. À très bientôt. Merci beaucoup. Allez, on va passer maintenant à un peu de cinéma, un peu de culture. Un événement qui va se dérouler dans 2 jours. C'est la sortie d'un film, un film qui s'appelle Arca. De Nathan. Comment ? Oui. J'arrive pas à Alors, on va accueillir l'acteur principal de ce film, qui a d'ailleurs été récompensé au dernier festival de Cannes, dans la rubrique Un certain regard. C'est donc notre ami Adam Bessa qui est avec nous. Bonjour Adam. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors pour parler de ce film qui sort dans 2 jours là, est-ce que tu peux nous faire un peu le synopsis de ce film qui sort dans 2 jours, dont j'ai vu la bande-annonce, lu quelques extraits, enfin j'ai vu le film d'ailleurs, et franchement c'est une belle histoire. De quoi s'est inspiré ce film ? Le film il est inspiré de la jeunesse tunisienne actuelle un petit peu, c'est inspiré, la genèse elle vient du printemps arabe. Donc de l'acte Mohamed Bouazizi qui s'était immolé. En fait, c'est une adaptation, on pourrait dire, contemporaine de ça, un peu à la manière d'un Joker, Taxi Driver, ce genre de film d'une personne qui arrive pas, qui est enfermée dans un système qui l'empêche de s'épanouir et qui petit à petit, voilà. Donc c'est un film de genre, un peu thriller. Il passe par des moyens illégaux, la contrebande, tout ça. Et voilà, c'est un peu l'histoire d'une jeunesse tunisienne aujourd'hui. Ouais, une jeunesse tunisienne, donc il y a énormément de choses à dire. En tout cas, on va essayer un petit peu d'en parler. Je vous propose juste d'écouter la bande-annonce du film. Ça sort donc mercredi dans toutes les salles, ou beaucoup de salles dans le cinéma évidemment. علي خرج من الدار عنده 3 سنين. قال لي ما عادش راجع. فد من هالبلاصة. تعرف تسوق؟ ما عنديش برمي. مش مشكل برمي، تعرف تسوق؟ تعرفوا الإحساس هذا؟ كي توصل لحاجة وتشوف اللي هي تنجم تضرك، كيما كي تبدا واقف على قنطرة عالية، توصل لسنين اللوطة ومخك يقولك كان منقز. على ما مشيتش بيه. سامحني إذا كان ما تخلصوش من هنا إلى آخر الشهر باش يعملوا لكم عقلة على أملاكم. يا مظلوم أعصابي هذه مش تضمن. نتصور اللي كل واحد فينا طيح في فخ صغير، نخبشو ونعضو، أما في الهواء كان في بعضنا، وفي الآخر ما نتحركوش بشبر واحد. باسم أنا عايش. Voilà, bande originale du film qui sort dans 2 jours. Adam, qu'est-ce qui t'a séduit dans ce film
Pourquoi t'as répondu présent quand on te l'a proposé, en étant qui plus est l'acteur principal en plus? Ouais, bah moi j'avais déjà tourné un film en Algérie. Moi je suis d'origine tunisienne. Du coup j'avais fait des projets en France, tout ça, mais j'avais déjà fait un film en Algérie, jamais en Tunisie. Ouais. Pays d'origine de mes parents, et du coup c'était quelque chose de très important. J'avais envie, j'attendais la bonne histoire, et voilà. Et cette histoire-là, pour moi, elle avait un côté universel. La jeunesse de Ali, en fait, c'est la même jeunesse qu'on va trouver dans tous les pays du Maghreb, que ce soit en Algérie, au Maroc, dans beaucoup de pays, Amérique du Sud, voilà, de gens qui rêvent de s'épanouir dans un système difficile. Et du coup, moi, je trouve toujours les projets intéressants quand on peut partir de quelque chose, d'un détail, d'un petit truc, et rendre l'histoire universelle. Alors, il va être diffusé dans beaucoup de salles de cinéma, je crois, hein, dans 2 jours, là. C'est une sortie nationale. Ouais, c'est une sortie nationale. C'est en arabe, hein, évidemment, sous-titré. Beaucoup de cette espèce de ce film. Ali, on peut dire qu'il n'a pas de chance, franchement, tout ce qu'il fait, les efforts qu'il fait pour obtenir cette fameuse somme d'argent, je vais pas, spoiler le film. Mais à la fin, on s'aperçoit quoi? Quand on regarde ça, on se dit, mais finalement, la corruption, elle est toujours présente, quoi. Ah oui, la corruption, elle est toujours là. En fait, des systèmes politiques changent, mais les mœurs, les gens, effectivement. Les mentalités, c'est ce qui met le plus de temps à changer. Donc, il y a des choses qui restent en place. Mais que ce soit la corruption ou les systèmes D, tout ça, c'est des vérités. Aujourd'hui, les gens survivent grâce à ça. Et le film, il montre ça, en fait. Il montre ces économies parallèles, en fait. Comment nous pousser, malgré nous, en fait, à aller vers ces chemins-là. Et voilà, donc et l'histoire est hyper touchante. C'est une histoire de famille, c'est un destin tragique, c'est une grande tragédie. Et voilà, je trouve que c'est très très beau, quoi. Alors, ça m'a vraiment plu. T'as été récompensé, je le disais, donc au Festival de Cannes dans la rubrique Un certain regard, mais également au Festival de Saint-Jean-de-Luz, je crois. C'est une consécration quand on est acteur, ça, d'être récompensé de la sorte? Bah ouais, le Festival de Cannes, quand même, c'est peut-être une des récompenses les plus prestigieuses, avec les Oscars au-dessus, quoi. Mais c'était un honneur. C'est hyper encourageant, c'est d'être reconnu par ses pairs comme ça, c'est quelque chose de formidable. Donc moi, je suis super content. Ça me pousse à continuer à travailler encore plus dur, à être essayer d'être encore meilleur, de travailler toujours plus pour progresser, mais c'est super encourageant. En tout cas, c'est super bien parce que ce film va être, je le disais, diffusé sur beaucoup d'endroits sur le territoire français. Gamal, c'est une bonne chose que le cinéma maghrébin, en l'occurrence, puisse s'exporter de la sorte. Gamal, tu l'as vu ou pas? Non, tu l'as pas vu encore. Non, j'ai pas vu, mais je regarde avec beaucoup d'attention. Le problème du cinéma maghrébin, c'est qu'il y a de la qualité. Malheureusement, on ne trouve pas de distributeur. On l'a vu avec un film qui a été fait par les Algériens avec un budget de 2 millions de $. On se souvient, Héliopolis, pas de distributeur. Donc c'est des films qui restent enfermés soit sur le net, soit dans les petites salles comme ça d'arrêt d'essai. Mais malheureusement, ils n'ont pas ça. Ce qui n'est pas le cas pour Harka. Hein. Harka, il y a une grosse, Harka, pour être précis, c'est avec Harkaf. Il y a une grande distribution et c'est très bien. Il y a de belles affiches, je les ai vues un peu partout. Mais il faut effectivement booster ce cinéma maghrébin parce qu'il faut rappeler tout de même, alors on parlait tunisien pour le coup, que Star Wars a été fait en 77 en Tunisie avec des villes qui portaient le nom dans le film tunisienne. Tataouine par exemple. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a des décors de rêve, on a des espaces, on a la possibilité des talents qui existent, mais qui malheureusement sont en difficulté pour des raisons économiques évidentes. Le film a été tourné entièrement en Tunisie, Aden? Ouais. En 35 mm. Très bien, et ça c'est génial. Amine, ça, le film, donc tu iras le voir, j'espère. Faut encourager, mon vieux. Je sais pas si j'irai le voir. Comment ça, je sais pas. Je vais attendre qu'il arrive à moi. C'est ce que disait Gamin, c'est qu'il y a la distribution, elle est très difficile. Et donc, alors Héliopolis, moi j'ai eu l'occasion de voir, c'est un super film, mais il a fallu, c'est parce que j'étais aussi en radio chez notre ami Adil Farkan, et c'est là où j'ai connu l'équipe du film, etc. Et ça m'a poussé, mais le problème, c'est que on a du mal à accéder à ces œuvres-là, et c'est ce qui est dommage. Peut-être que ça peut être un sujet pour la Ligue arabe que de créer une plateforme où on pourrait regarder des films portés par des réalisateurs, des producteurs au Maghreb ou même au Moyen-Orient, parce qu'il y a plein de choses formidables qui sont produites, et malheureusement il n'y a pas la distribution derrière. En tout cas, si j'ai un moment, j'irai jeter un œil et je prendrai le temps de regarder le film. Alors pourquoi Harka? Pourquoi il s'appelle Harka, ce film, Aden?
Parce que harqa, ça veut dire, c'est un double sens, ça veut dire en fait une brûlure, et ça vient aussi dans l'argot qui est tahraq, ça veut dire que tu passes la frontière illégalement. D'accord. C'est un double jeu là-dessus en fait, c'est sur ça en fait. Harga en fait, c'est ça. Harga. Selon le dialecte, harraga, exactement, algérienne. Et là c'est Arka. Voilà. Alors, je crois qu'il y a une diffusion ce soir à l'Institut du Monde Arabe. Ouais, c'est ça, c'est une des premières avant-premières. Là, hier, j'ai présenté à Nice. Ouais. On présente un peu partout. Ce soir, c'est à l'Institut du Monde Arabe, c'est la première avant-première parisienne. Demain, il y aura Majestic Bastille, il y aura ensuite Montreuil, Les Halles. J'essaie, et ensuite voilà, le film sort le 2 du coup, et du coup j'irai à l'avant-première à Marseille. Mais ce soir c'est Lima, ouais. À Marseille, tu seras où à Marseille? Parce que nous écoutent les auditeurs là, s'ils veulent te rencontrer à Marseille l'après-midi. Je serai moi je suis de Marseille, donc je suis tout le temps à Marseille. D'accord, très bien. Je suis de ma ville, donc aux variétés sur la Canebière. Aux variétés sur la Canebière, très bien. Gamal, qu'est-ce qu'il y a? Chose très importante, faut pas confondre harka, alors en français ça fait le même son malheureusement, mais en arabe harqa c'est qaf, et harka pour les harkat, donc des harki, c'est avec un kef, donc c'est deux mots différents qui n'ont rien à voir. Ah ouais, ça veut dire qu'on peut dire une connerie quoi. Oui, parce que les harka en Algérie ça existait, mais enfin, harka avec un K ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les harki, c'est ça. Non, c'est harqa, mais bon, malheureusement on avait pensé à mettre le 9. Ouais. Ça a été compliqué. Mais je me suis dit, ils vont pas comprendre. Tout à fait. Alors, Adam, qu'est-ce qui se passe pour toi au-delà de ce film-là, qui, on l'espère en tout cas, sera au rendez-vous? Le travail continue. Après ça, j'ai un film Netflix, un gros film américain qui va sortir avec Chris Hemsworth, le gars qui joue dans Thor. C'est un gros film d'action l'année dernière, qui sortira au mois de mai, avec Golshifteh Farahani. C'est vraiment un film dans le style de Taken, un peu tout ça. Ah, génial. C'est un rôle principal dans une grosse prod américaine, donc voilà, on était content, le travail continue. Donc voilà, essayer de mettre aussi, de continuer à faire des projets qui permettent de mettre en lumière des films plus auteurs, avec des histoires plus fortes. Donc c'est important aussi de faire ce genre de film parce que les gens, du coup, te reconnaissent. Ça permet, en fait, c'est un bon échange entre les deux, quoi. Quand tu fais ce genre de film, après les gens vont voir ce que tu as fait avant, c'est intéressant. Donc on essaye d'alterner des projets un peu différents, de continuer à bosser, toujours un peu partout. Ici, moi je suis très connecté au Maghreb, en France, aux États-Unis. Voilà, les talents, comme tu disais tout à l'heure, sont partout. Voilà, il y a aussi une diaspora maghrébine en Amérique, et le réalisateur de Harqa, il en fait partie parce que lui il est égyptien, mais émigré aux États-Unis. Donc il a grandi à New York. Et voilà, ça aussi, pour moi, c'est très important de les rencontrer parce que c'est différent. Ils n'ont pas vécu cette France, ils n'ont pas l'ancien pays, colonial, le pays où on immigre tous. Eux, ils ont immigré ailleurs, dans un pays. Et donc, c'est leur point de vue sur la Tunisie, leur point de vue, c'est très intéressant, je trouve. Il est un peu différent d'une autre. De ceux qui ont vécu en France et qui ont... Donc moi je trouve ça très intéressant en tant qu'artiste de travailler avec eux. Donc j'ai fait aussi un film qui sortira l'année prochaine qui s'appellera Motherhood, d'une réalisatrice qui s'appelle Mariam Jaber, qui est du coup tunisienne mais qui a grandi au Canada, qui a fait son premier cours, qui était nommé aux Oscars, donc qui est là, c'est son premier long. Donc voilà, des films d'auteur, des films plus... Ça se passe plutôt bien pour toi, mon Adam, et franchement on est ravis et très fiers de toi, Adam Bessa. Tu représentes comme il se doit en tout cas cette Tunisie dont tu es originaire, et la France bien entendu aussi, au travers de ton talent que tu mets à disposition des différents réalisateurs, et bravo en tout cas à Nathan qui a su faire le bon choix, et on espère que le public va répondre présent. En tout cas, tous les auditrices et auditeurs de France Maghreb 2, rendez-vous le 2 novembre dans les salles, et il sera Adam chez lui à domicile à Marseille pour l'avant-première du côté de quel endroit? Tu rappelles-nous le cinéma à Marseille? C'est les variétés. Le variété. Sur la Canebière. Sur la Canebière, en plus bel endroit. Donc voilà, en tout cas on te souhaite bonne chance, et j'espère que ça va marcher en tout cas pour toi, Adam. Merci beaucoup, merci, bonne soirée à vous. Merci. Et à très très vite, fier de toi, Adam. Merci beaucoup, Adam Bessa. Acteur principal donc dans ce film Harqa qui sort ce mercredi 2 novembre. Absolument à voir, c'est une belle histoire, vraiment un grand moment et un beau film à voir, donc à ne pas louper ce
mercredi donc 2 novembre. Allez, dans un instant, on va quitter le cinéma pour revenir à la politique, à l'Assemblée nationale où c'est très agité en ce moment avec des motions de censure en pagaille, des 49.3 également. Est-ce qu'il n'est pas temps que le président Emmanuel Macron décide de dissoudre l'Assemblée? Doit-on en finir avec ce blocage permanent? Gamal Abina, Amin Saab vont en débattre avec vous au 01 40 33 9000 sur France Maghreb 2. Restez avec nous. Mam, la belle histoire des génériques aussi, tout à l'heure pour parler d'un événement, ou plutôt de l'émission événement sur France 2 qui avait lieu il y a quelques jours. D'ailleurs, dans le cadre de cette émission, on recevait le président de la République, Emmanuel Macron. Notre ami Mam va nous en dire un peu plus tout à l'heure, et puis on le retrouvera aussi tout à l'heure en fin d'émission pour la belle histoire du jour. Voilà, tout un programme, les amis. Restez avec nous sur France Maghreb 2, c'est là que ça se passe. Ça va, tout va bien, Amine? Très bien. Bon, avec Gamal, tout va bien? Comme toujours. Bon, Mam, ça va? Bon, alhamdoulilah, tout le monde va bien, on est au taquet, vous êtes bien au rendez-vous fidèlement sur France Maghreb 2, restez-y. Le LGF avec vos appels 01 40 33 9000, à tout de suite pour la battle. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF, merci d'être avec nous, avec Gamal Abina, fondateur du MDC, avec Amin Saab, élu à la Courneuve et vice-président aussi des élus de France, quand même, aussi. Quand même. Faut pas l'oublier. C'est peu de choses. Quand même, ça serait dommage. Et puis, alors, tiens, Amin. Il y a beaucoup de buffets champêtres chez eux, quand même. Absolument. Je vois ça sur les réseaux. Buffet champêtre. Qu'est-ce que vous insinuez, monsieur? Absolument rien. Vas-y jusqu'au bout, vas-y. Non, je ne veux pas. Allez au fond des choses. Non, mais a priori, l'ambiance est plutôt bonne enfant chez les France. Oui, en fait, c'est comme c'est une jeune association et que du coup, on se développe, on essaye d'aller chercher le plus d'élus possible. Donc, on est amené à organiser de nombreux événements avec beaucoup de convivialité, notamment pour amener les élus à participer. Et donc, on est maintenant plus de 200 élus dans l'association, donc c'est pas rien. Et on a par ailleurs des événements qui sont ouverts plus largement. Donc, n'hésitez pas à venir quand je serai champêtre. Non, c'est ouvert plus largement, c'est-à-dire au-delà des élus. Ah oui, donc c'est sympathique alors. Il y a moyen de manger un truc. Oui, Amine, tu voulais nous parler, nous dire un petit commentaire sur l'affaire du petit Yanis. Ah, c'est bien qu'on parle. Alors oui, alors je sais pas si vous en avez entendu parler, en tout cas je voulais m'adresser aux auditeurs pour leur dire qu'il y a un événement, un rassemblement qui est organisé le 6 novembre, donc dimanche prochain, place de la République à Paris à 14h30. Donc c'est un rassemblement statique qui aura pour objectif notamment de mobiliser autant de monde que possible pour alerter sur cette affaire qui est juste une aberration au sens judiciaire du terme, puisque je vous fais un petit topo rapide. Donc c'est Yanis, 8 ans, donc qui a été percuté le 5 février dernier, puis traîné sur plus de 20 mètres par une chauffard qui était à la fois en excès de vitesse, qui ne s'est pas arrêté, donc qui n'a pas porté assistance. Donc il y a un certain nombre de circonstances aggravantes qui manifestement n'ont pas été prises en compte, en tout cas pas suffisamment dans l'enquête qui a été diligentée. Donc le papa qui réclame aujourd'hui justice pour son fils, qui s'interroge sur la manière dont tout ça a été orchestré par à la fois les enquêteurs, la justice, etc. Donc aujourd'hui, le 9 novembre prochain, il y a un délibéré qui doit être pris. On se dirige manifestement, si les choses ne bougent pas, vers de la prison avec sursis, donc 0 jour de prison et une suspension de permis. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette dame qui a provoqué cet accident, elle est sortie à moins d'1 heure après les faits, est sortie de la gendarmerie. Visiblement, elle avait toujours son permis en poche. Aujourd'hui, elle continue de conduire, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça veut dire que ces enfants sont gendarmes eux-mêmes. Voilà, donc par ailleurs, là où il y a un véritable le problème, c'est que au moment où l'accident s'est produit, donc cette dame ne s'est pas arrêtée, elle s'est dirigée 600 mètres plus loin et elle a appelé donc son fils qui est gendarme, qui s'est rendu sur les lieux, donc au moment même où il fallait relever tous les éléments qui
par la suite serait instruit dans le cadre de l'enquête. Et donc tout ça pose question d'un point de vue judiciaire. Et donc le papa de Yanis, Hakim, qui réclame justice maintenant depuis plusieurs mois, a besoin de soutien, a besoin que l'on se rende dimanche 6 novembre à 14h30, place de la République, pour réclamer justice pour Yanis. Merci Amine, c'est très bien de l'avoir rappelé. En tout cas, j'espère qu'il y aura du monde parce que l'impunité, c'est... Voilà. Il faut préciser quand même des choses qui sont assez abjectes dans le dossier. Cette femme a tué un enfant de 5 ans. Il y a eu un retrait de permis, suspension de permis, d'accord, de 18 mois. Donc on suspend, on ne fait pas de retrait, ce qui est quand même pas normal. Et l'enfant de 8 ans, excusez-moi, effectivement, a été tué. Ils ont requis 5 ans, mais elle ne va pas faire un jour de prison. La problématique qui se pose, c'est les meurtres de la route. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas jugés de la même façon que du pénal classique. Or, il y a des moments où effectivement, l'enfant traversait sur un passage clouté, était propre et net. Et pour autant, cette femme-là l'a traîné, l'a massacré, bref, elle l'a tué. Et il n'y a pas de justice. Alors on se demande quelles sont les collisions avec ces enfants qui sont gendarmes, si je ne me trompe pas. Mais une chose est certaine, c'est que s'il n'y a pas de justice dans ce cas-là, ça va réveiller beaucoup de colère d'autres automobilistes qui ont vu leur propre famille tuée sur la route par des chauffards en état d'ébriété. Et j'ai envie de dire qu'on ne doit plus considérer le tribunal de police comme le tribunal qui devrait juger ce genre de cas. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que dans ce genre d'affaires aussi, il faut, selon qu'on ait des liens ou pas avec la police, ou que l'on soit dans cette corporation, que la justice soit la même pour tout le monde. Je veux dire, il n'y a pas de raison. C'est sans doute là où il y a un vrai problème de conflit d'intérêt, finalement, voilà, parce que avoir le fils qui est présent au moment où il y a les relevés, les constatations, etc. Enfin, c'est quand même assez problématique. Alors, on se doute bien qu'il va rien faire pour charger sa mère, voilà. Faut être ce qui est humain par ailleurs. Ce qui est humain, bien sûr. Là-dessus, on a. Mais ce qui est intolérable. Et ce qui est intolérable d'un point de vue d'un état de droit, bien sûr. Ouais, absolument. Place à la battle maintenant. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous n'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travailler plus et gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet. Notre battle qui nous emmène à l'Assemblée nationale, parce qu'en ce moment c'est véritablement le bazar total entre motion de censure, entre évidemment prise de bec, règlement de compte. On voit qu'une opposition qui peine aussi à s'entendre, les LR qui jouent cavalier seul, le RN qui vote la motion de censure de la NUPES. On voit que c'est un petit peu le bazar en ce moment. Finalement, il s'en est fallu de 50 voix seulement pour que le gouvernement reste en place, sauvé de justesse par l'abstention de la majeure partie des LR, dénonce Jean-Luc Mélenchon. Vous avez raison de le signaler, c'est un moment de bascule, puisqu'on a vu effectivement le Rassemblement national venir voter la motion de la NUPES, et surtout les dirigeants de la NUPES, je pense à Jean-Luc Mélenchon et à d'autres, dire il nous manquait seulement 50 voix pour prendre le pouvoir. Si on dépose une motion de censure, c'est pour faire en sorte qu'elle arrive à la fin à gagner, quoi. Sinon c'est des motions de censure de Perrette. Donc la seule solution pour qu'une motion de censure d'une opposition ici dans l'Assemblée l'emporte, c'est que les autres oppositions votent pour. Du coup, la question est toute simple, peut-être mal posée, mais en tout cas elle est là. Elle a le mérite d'exister. Mon cher Amine, mon cher Gamal, est-ce qu'il faut que le président de la République en tire les conséquences suivantes, à savoir d'annoncer une dissolution de l'Assemblée nationale pour espérer peut-être voir une autre image de cette Assemblée nationale, voir moins de blocage, moins de bazar, avec une opposition effectivement qui peine en tout cas à se faire entendre, mais qui quand même perturbe un peu les plans du gouvernement. Est-ce qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale maintenant tout de suite? Vous êtes 67% à dire oui sur Twitter, le grand forum FM2. Pourquoi, Amine, il faut dissoudre? Petite parenthèse avant de répondre là-dessus, juste sur la motion de censure. Monsieur Attal a quand même la mémoire très courte parce que il explique que c'est un scandale que le Rassemblement national ait voté la motion de censure de la NUPES. Sauf que il faut juste rappeler un instant que quand il a fallu voter contre le SMIC à 1500 €, ils étaient main dans la main, le Rassemblement national et la majorité présidentielle. Lorsqu'il fallait élire des vice-présidents de l'Assemblée nationale, le Rassemblement national a apporté les voix
La République En Marche a apporté les voix nécessaires pour permettre. Et si on va encore plus loin, il y avait une motion de censure qui avait été votée il y a quelques années sous le mandat Hollande en 2015. Devinez par qui elle avait été déposée, par les Républicains, et elle avait été votée par le Rassemblement National à l'époque, en la personne de Gilbert Collard, de Madame Mario Maréchal et de Monsieur Dupont-Aignan. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, juste sur la dissolution, très rapidement. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, si Emmanuel Macron s'engageait dans une dissolution, sans doute qu'il en sortirait affaibli au profit d'un Rassemblement National qui serait renforcé à l'Assemblée nationale. Donc je ne crois pas qu'il va prendre cette décision. Par ailleurs, dans l'émission de France 2 il y a quelques jours, il avait répondu à la question posée par la journaliste dont j'ai oublié le nom, qui disait voilà, et il a clairement répondu, alors que on avait entendu qu'il avait cette idée derrière la tête. Il aurait même mis ça sur la table en disant si la motion de censure passe, je vais dissoudre l'Assemblée. Il a dit mais comment voulez-vous que je me noue les mains maintenant? Donc je crois qu'il a bien compris que c'est pas le moment pour lui de dissoudre, mais néanmoins moi je serais plutôt d'avis pour une dissolution, parce que en l'état il est impossible de gouverner le pays sans 49.3 systématique. Gamal Amina, pourquoi c'est pas le bon moment et pourquoi il ne faut pas dissoudre? Bon, déjà, il a répondu à la première partie. J'ai aimé ta remarque tout à l'heure, Le Pen, enfin Marion Maréchal Le Pen, Collard, et tu as rajouté un type d'extrême droite qu'on oublie tout le temps, c'est Dupont-Aignan. On l'oublie souvent. Tu mets dans le même sac, c'est très très bien. Il est bien là. Non, c'est très bien, ça fait plaisir. Mais pour revenir à des choses réelles, oui, il a déjà répondu. Macron n'a aucun intérêt à le faire. Ça, c'est une première des choses. Et la deuxième chose, moi, je suis contre le fait qu'on dissolve parce qu'on a des problèmes. C'est inadmissible. Il y a quand même une démocratie qui existe. Il y a eu des élections, elles sont très récentes, faut pas l'oublier. Ça va renforcer le Front National, c'est évident. Et Macron ne dissoudra ni aujourd'hui, ni demain, ni en 5 ans, parce que de toute façon, il n'est pas populaire. Il prendra pas le risque de se mettre en difficulté. Y compris après la réforme des retraites Quelles que soient les réformes qu'il a conduites depuis le début, je rappelle qu'il a été élu avec 30% des voix, donc c'est quand même quelqu'un qui a une grande assise électorale, mais son assise n'est pas suffisante pour la majorité à l'Assemblée. Et je pense simplement que... une abstention record quand même, gamin. C'est pas le problème. Ah bah si. Surtout, c'est lui avec des abstentions record. Oui, mais là, particulièrement quand même. Oui, mais ça change rien, c'est ceux qui votent qui comptent aujourd'hui, la démocratie. Le Pen a fait un gros score au deuxième tour. Tant qu'on n'obligera pas au vote, ce sera toujours la même problématique. C'est pas l'abstention qui compte, c'est les votants qui comptent. On n'aura jamais 100% de votants. Non, mais ça c'est clair. Sauf si on l'oblige. On ne peut pas dire qu'il a été élu confortablement, il a été plutôt mal élu même. Non, il est bien élu puisqu'il a eu 30% des votants. Mais pour être plus sérieux par rapport à ça, j'allais dire que je suis rassuré. Mais évidemment, je suis rassuré que ce soit la pagaille à l'Assemblée. Ça signifie que l'Assemblée fait son travail. Enfin, on a eu 5 ans sans Assemblée quand même. Là, ça discute, ça se bat, ça fait des motions, ça essaie d'empêcher des textes de loi qui sont iniques, et le peuple est entendu. Les débats, ça ne passe pas crème comme la dernière fois. Ça se passe à coup de 49.3, pardon. Mais c'est intéressant parce que ça met en difficulté M. Macron. À force d'utiliser le 49.3, c'est les oukas qui tombent du ciel, il devient impopulaire. Et c'est dommage, parce qu'il devrait laisser la démocratie s'exprimer à l'Assemblée de façon normale. Ouais. Enfin, il peut continuer sans dissoudre à condition de bien comprendre qu'il n'a pas la majorité. Et c'est là tout le problème. C'est-à-dire que là où Mme Borne nous disait il y a quelques mois... Pas de majorité absolue, s'entend. Oui, pas de majorité absolue, mais c'est évident. Là où Mme Borne nous disait il va falloir trouver des coalitions, des compromis, etc., discuter. Enfin, au premier blocage, elle dégaine le 49.3. Il n'y a pas de volonté de discuter dans cette majorité relative. Et ce gouvernement, et enfin, moi ça me perturbe quand même. J'ai l'impression que la Macronie dans son ensemble aujourd'hui est un peu nostalgique du mandat précédent où il y avait une armée de godillots à l'Assemblée nationale qui votait comme un homme les textes qui arrivaient à l'Assemblée. Et aujourd'hui, même au sein de la majorité relative, donc on l'a bien vu, le MoDem qui prend certaines libertés, notamment en votant des textes, et Horizon également qui prépare l'avenir, en votant un certain nombre de textes. Donc avec à la fois cette pagaille dans l'ensemble de l'hémicycle et à la fois à l'intérieur même du groupe majoritairement relative, il y a une pagaille qui fait que je ne vois pas comment tout ça peut perdurer pendant 5 ans. Un petit mot pourri ou pas? Je peux? Un quoi? Un petit mot pourri. Oui. Il a parlé de compromis de Mme Borne, moi j'ai envie de dire que c'est une chose promis au con. Merci Gamal. Est-ce qu'on peut parler des LR parce qu'ils jouent un jeu trouble pour le coup,
parce que c'est vraiment eux qui font un petit peu la pluie et le beau temps. Et j'ai envie de dire, si les LR avaient décidé de voter, la motion elle serait passée. Tout à fait. Voilà. À quel jeu jouent-ils? Les LR sont-ils les alliés de la Macronie, Gamal? Évidemment, c'est les alliés de la Macronie, c'est un produit macronien. Macron a pris Borne pour la décoration de gauche, il a eu des ministres de droite, enfin bon, c'est une sorte d'agrégat comme ça du tout talent, de ceux qui sont d'accord avec lui, d'un mouvement, c'est pas un parti politique, et les LR ont tout intérêt à jouer cette carte de la pression et de la compromission, pour parler de compromettre, parce qu'effectivement, c'est un parti qui est quasiment atomisé, qui a été littéralement siphonné par Macron, qui a parié plus sur son aile droite que sur sa gauche. Aujourd'hui, on le sait, on voit bien que Borne joue c'est un alibi de gauche en vérité. Mais c'est vrai que les LR ont tout intérêt à jouer cette carte parce qu'ils savent qu'ils sont la balance qui lui donnera ou non la victoire en termes de débat à l'Assemblée. Amine, sur les LR et sur le jeu trouble, le jeu sombre un peu qu'ils... Moi je crois qu'ils sont en train de tomber dans leur propre piège. C'est-à-dire que vous avez deux grands partis de gouvernement d'alors, le Parti Socialiste et les Républicains qui, par un jeu d'alternance, gouverner le pays. Avec l'avènement d'Emmanuel Macron en 2017, d'abord qui a siphonné le Parti Socialiste, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il a une majorité absolue notamment parce qu'il y avait tout un tas de transfuges qui sont passés du Parti Socialiste à la République en marche de l'époque, et la droite avait plutôt bien résisté à ce moment-là, mais aujourd'hui, force est de constater qu'à la fois avec le résultat de la présidentielle où ils atteignent même pas les 5%, derrière un groupe parlementaire qui est très amputé par rapport au mandat précédent, ils sont en train de disparaître, à mon avis, ils ne s'en rendent pas encore compte, et la situation qui s'est produite il y a quelques jours à l'Assemblée avec le vote du Rassemblement national en faveur de la motion de censure de la NUPES a clairement désigné la République en marche comme étant une variable d'ajustement du pouvoir macronien, et aujourd'hui ils sont pris dans cet étau entre la République entre la République en marche et le Rassemblement national, et il y a à mon avis plus trop de place pour les Républicains aujourd'hui dans l'échiquier politique français. C'est terminé pour cette battle. 67% sont favorables, sachez-le sur Twitter, le grand forum FM2, à ce que Macron en tire les conséquences donc d'une dissolution immédiate donc de l'Assemblée nationale, enfin en tout cas l'annonce bien entendu. On a bien compris en tout cas qu'il n'avait aucun intérêt à le faire maintenant, et peut-être plus tard on verra. En tout cas quoi qu'il arrive, il a brandi cette menace, ils brandissent d'ailleurs, parce que c'est au pluriel, Madame Borne aussi a brandi cette menace de la dissolution pour mettre un petit peu la pression. Dans un instant, Mam, la belle histoire des génériques avec l'émission événement à l'honneur, le quiz et la belle histoire Mam qui reviendra juste après pour la conclusion de cette émission de ce lundi 31 octobre. Je précise, demain on n'est pas là, on prend congé les amis, demain c'est férié, 1er novembre, et on sera de retour mercredi avec Pierre-Henri et avec Nicolas Jeannetet. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi? Pour qui? Jeannetet ou Pierre-Henri? Pourquoi? Parce que la mauvaise foi sera incarnée. Ça va être intéressant ça. Bon, dans un instant, Mam, la belle histoire des génériques, à tout de suite. Deux informations importantes, la motion de censure déposée par la NUPES, enfin plutôt par la France Insoumise, a été rejetée. Voilà, c'était un petit peu prévisible, sans surprise. Et information footballistique, on a appris, ça y est, c'est officiel, le forfait pour la Coupe du Monde de Paul Pogba. Il ne jouera pas, il est blessé. Bon, on imagine aussi qu'il y a un peu... Il est blessé à plusieurs facteurs. Alors. Oui, voilà. En tout cas, il a été blessé... voilà, officiellement. Et on imagine que l'affaire avec son frère n'y est pas étranger, évidemment. Alors, pour l'heure, voici Mam, la belle histoire des génériques consacrée aujourd'hui à une émission qui a d'ailleurs fait son apparition sur France 2 il n'y a pas si longtemps, en recevant le président de la République, l'émission Événement, Mam. L'événement, la belle histoire des génériques. Saviez-vous que avant Emmanuel, savez-vous, alors je vais reprendre, lecture. Savez-vous qui, avant Emmanuel Macron, fut l'invité de l'émission politique L'événement? Non. Il y a eu. Il s'agit d'un autre président de la République. Nicolas. Ayant écrit un ouvrage sur la démocratie française. Mais le temps que vous trouvez la réponse, la belle histoire des génériques revient sur l'émission politique L'événement, nouveau rendez-vous que propose France 2 depuis le 12 octobre dernier. Ouais. Après avoir boudé pendant 5 ans la rédaction de France Télévisions pour d'autres canaux,
Emmanuel Macron a participé à 2 reprises à la nouvelle-née des émissions politiques pour parler politique internationale, puis de politique intérieure, jusqu'à encore la semaine dernière. Ce rendez-vous, présenté par l'ex-journaliste, non, pas du tout, elle n'est pas ex-journaliste du tout, elle est journaliste tout court, Caroline Roux, a été lancé pour sa première dès 20h15 et a été suivi par 5,38 millions de téléspectateurs, un score qui ne fit pas l'événement, plus que ça, dans l'histoire des interventions télévisées des présidents de la République. Pire encore, sa seconde interview tombe à 4,07 millions de téléspectateurs. Finalement, un événement qui n'en est pas un. Mais pour France 2, si, car quand on compte le nombre d'émissions politiques qu'a pondu la seconde chaîne depuis l'an 2000, on va poindre au gré des ans le manque d'originalité du programme, à commencer par des titres des émissions, 100 minutes pour convaincre, vous vous souvenez, en 2002, à vous de juger en 2005, des paroles et des actes, j'aimais bien celui-là, ce générique, et j'aimais bien aussi le titre de l'émission. En 2006, je crois, si je dis pas de mémoire, enfin en 2011, l'émission politique, beaucoup moins originale, vous avez la parole, et enfin Élysée 2022, originalité 0. Et enfin, l'événement, titre d'ores et déjà galvaudé, puisqu'aucun politique n'arrivera à faire l'événement, si ce n'est de faire fuir le téléspectateur. Or, ce président de la République, qui a participé à l'émission politique l'événement avant Emmanuel Macron, alors donc du coup je repose la question, lequel est-elle? Nicolas Sarkozy? Non. François Hollande. Gamal, il faut que tu le saches. Qui avait fait l'événement? Oui, Jacques Chirac. Après il y a François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing. Chirac, Giscard plutôt. Mitterrand. Bon, je ne vous en veux pas, c'est quand même loin dans l'histoire. Ah, c'est Pompidou. Nous sommes le jeudi 14 octobre 1976. Ah bah c'est Giscard. Et c'est Valéry Giscard d'Estaing sur TF1. Ah, je me rappelle. À l'époque service public, dans l'émission qui s'appelait L'événement. Ah, il y avait déjà une émission comme ça. Lancée par Henri Marc, directeur de l'information de la première chaîne en février 1976, elle était présentée entre autres par Julien Besançon, qui est un très très grand journaliste qui est mort depuis maintenant un peu plus de 5 ans maintenant. Il était un grand journaliste sur Europe 1, et Jean-Pierre Berthet, le chroniqueur judiciaire de TF1. À l'époque, c'était pas 5 millions. Ah, là, c'était pas 5 millions. Là, c'était, allègrement des 25 à 30 millions de téléspectateurs. Et le titre, effectivement, n'a donc rien d'original, puisque France 2 reprend un nom plus de 40 ans plus tard, presque 50 ans plus tard, qui était l'événement. Pour la version TF1, le générique fut celui de la bande originale du film Défense de savoir, avec le regretté Jean-Louis Trintignant, dont le compositeur est Bruno Nicolai. Donc voici un extrait. Excellent. Je le kiffe ce générique. Mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bon, pour ceux qui s'en souviennent, effectivement, le générique avait été conçu par Catherine Chaillet, celle qui a construit inventé le logo de TF1, et l'événement, en fait, était écrit en lettres dessinées, avec des couleurs arc-en-ciel à l'époque, mais ça remonte à très longtemps. On est en février 76 et l'émission a duré pendant 5 ans comme ça. Quant à l'événement version 2022 sur France 2, son générique s'appelle Come With Me, chanté par l'américain Puff Daddy, devenu P. Diddy, featuring Jimmy Page, sorti en 1998. Jimmy Page. Et ayant servi comme bande originale du film, un film avec Jean Reno, un film avec un énorme monstre, Godzilla. Ah, Godzilla, je me rappelle. Et aussi, dans l'émission, tout le monde en parle. Un petit peu, oui, c'est vrai. Un petit peu, mais on en parlera, tout le monde en parle d'ailleurs. Si vous vous souvenez bien, ce morceau, d'ailleurs, vous dit quelque chose, comme quoi l'événement, il n'y a rien d'original du tout. C'est un vieux morceau, c'est une reprise. Alors, ce générique a été, ce morceau de musique a été également un autre générique pour une autre émission de télévision, de 1998 à 2004. Devinez lequel? On parlait, non, une émission sportive. Alors, je peux regarder. Alors là, j'ai pas souvenir. Hein. Bah là, on parlait justement d'une information, là, quelqu'un qui a fait forfait. Le foot? Eh oui. Ah ouais? Ah oui, exactement. Entre 98 et 2004, c'est bizarre, on a utilisé effectivement ce générique. Téléfoot, en effet.
Décidément, vraiment, l'émission politique de France de l'événement n'a vraiment rien d'original. Merci beaucoup, Mam. En tout cas, notre dictionnaire de la télé, en tout cas. Merci beaucoup. Encyclopédie. Mam, incroyable. On se retrouve dans un instant. C'est bon, ta chronique, elle est prête? Elle est presque prête. Fini? Bon, le temps d'un petit quiz quand même. Absolument. Mais d'un peu de pub d'abord. Parce qu'il en faut bien. Yallah. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct dans le LGF avec l'heure de retrouver le quiz maintenant. Le quiz. Aminsa, Gamalabina et la belle histoire, Mam, avec nous pour répondre à ma petite question d'actualité. Quel journaliste a écopé d'une amende de 1 000 €? Ah oui, c'est l'italien, comment il s'appelle? Non, pas du tout. 1 000 € avec sursis. Sursis pour l'italien, pour avoir qualifié la syndicaliste Linda Kebab d'arabe de service. Ah oui, c'est l'Algérien, quand il s'appelle Tahabouaf, je sais pas quoi. Absolument. Tahabouaf. Selon Gérald Darmanin. Juste, pardon, excuse-moi, Christophe, en parlant de journaliste, je voudrais juste rendre un petit hommage à Philippe Alexandre. Grand journaliste de RTL qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 80 ans. Absolument. Bien il est mort aujourd'hui. Il est mort, oui, absolument. Il s'en est allé. Parce qu'il a été victime justement d'une fake news il y a quelques mois, parce qu'on a relayé une fausse information comme quoi il était mort alors qu'il était bien vivant. Mais là, cette fois-ci, il est bien mort. Cette fois-ci, il est bien mort. Selon Gérald Darmanin, combien de personnes pourront assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris sur la Seine? 27. Quoi, 27? Non, je rigole. 30 000 je sais pas, 10 000. 10 000. 15 000? Beaucoup plus. 100 000. 100 000. Beaucoup plus. 250 000. Beaucoup plus. 3 millions. Non. 1 million. 300 000. 600 000 personnes assistées selon Gérald Darmanin. Il n'y a pas il va falloir un bon service de sécurité. C'est clair. C'est clair. Selon l'autorité de régulation des télécoms, quel opérateur présente la meilleure qualité de service de l'Internet mobile en France en 2022? Ce n'est pas Bouygues. Orange, c'est Orange dans les zones denses, intermédiaires et rurales. Il possède tout le réseau, c'est facile. Il possède tout le réseau, oui, c'est vrai. Quel hommage national présidé par le président Emmanuel Macron mercredi dans la cour carrée du Louvre à quel peintre qui est mort la semaine dernière? Il n'y a pas de... Ah oui, c'est Soulage. Pierre Soulage, bonne réponse. Et le parquet espagnol a enfin retiré toutes ses accusations contre quel joueur de foot? Contre Benzema. Non. J'en ai aucune idée. Il n'a pas joué à Barcelone. Attends, le parquet espagnol a retiré toutes ses accusations contre quel joueur de foot? C'est sur des affaires d'irrégularité présumées concernant le transfert de son arrivée à Barcelone en 2013. Messi. Non. Messi, c'est Neymar. Neymar. Bonne réponse de notre ami Mam. Bon, eh bien, on va terminer cette émission tout de suite par l'appel histoire. On attend avec impatience. Raconté par notre ami Mam. Pour celles et ceux qui n'étaient pas au rendez-vous de l'émission, Mam nous fait la séance de rattrapage. À toi de jouer, Mam. Alors, bon, j'avais pas fini, mais bon, c'est pas grave. J'en ai l'habitude. D'ailleurs, on va tutoyer dans pas si longtemps la 200e. Ah oui. Non, si. Ah oui. Eh oui. Ah quand même. Ouais. Eh oui, donc c'est dans pas longtemps et on va se réserver effectivement des petites surprises. Quant à la belle histoire des génériques, comme je t'avais dit la dernière fois, Christophe, il va y avoir pas mal de génériques et notamment cette semaine qui vont avoir le lien commun que le nom du générique, il y a le mot tout le monde dedans. Ah oui. Donc tout le monde en parle. Oui. Tout le monde a son mot à dire. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et tout le monde veut prendre sa place en fin de semaine. Très bien. Ça va être sympathique. Sympa. Alors, la belle histoire aujourd'hui, délit, motion et censure. Une nouvelle fois, le grand forum a commencé sous les auspices de GAF avec un petit spot bien sympathique du CIMA Paris à l'espace Charenton. Je vous le confirme, c'est fini. Si vous voulez vous déplacer là-bas, il y a Walou, du silence à éviter en cette soirée de Halloween, c'est dangereux, attention. Qu'est-ce que fait la Régie de France Maghreb 2 ? C'est encore un coup de pub des Algériens, c'est incroyable. J'ai rien contre les Algériens, attention. Hein. On se le dise. Parlons de bonnes motions, de bonnes émotions avec Rachid Kourichi,
c'est un Kouraïchi ou non? Oui, c'est oui. Voilà, ça vient de là, ça vient du blues. Et comme un bel homme d'affaires sans affaires se fait appeler en direct par Christophe Fro, nonobstant cette petite aléa du direct, et je salue le déserteur. Désolé mon ami. Non mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Salut, à bientôt Gamal. Il se barre lui? Bah oui, il se barre, oui. Qu'est-ce que tu veux? Il a un taxi, il va aller chez RT, bah va chez RT. Tu vas où Bila? Chez RT. Chez RT, enfin chez les Russes? Chez Ruskov. Ouais, bravo. Non, mais avant d'aller chez RT, il va chez RT Toilette. On va appeler Zelensky, tu vas voir. Rachid donc a souhaité saluer l'histoire, notamment celle d'Algériens assassinés lors de tragiques événements du 17 octobre 1961, en offrant une statue qui trônera à partir de demain et pour toujours à la Courneuve. Chez Amin. Chez Amin, absolument, chez Amin ça. La plaque du pont Saint-Michel ne sera plus le seul lieu de mémoire. Une statue physique résonne en symbolique forte. Néanmoins, nous conseillons à Rachid Kourichi de changer d'opérateur urgemment. Bien sûr, sans transition. Jair Bolsonaro a été battu par Luis Ignacio Lula da Silva. 77 ans, ce qui donne de l'espoir à Fleury Mélenchon, et un peu moins à Berlusconi, 86 ans, qui a le sourire ultra bright et le melon tellement énorme qu'il s'est allié à Giorgia Meloni. Lula revient de loin, de très loin, et lui qui a connu toutes les périodes d'évolution du téléphone, du bebop à Lula, qui devrait normalement donner à Rachid Kourichi, comme celui de l'iPhone, dit en brésilien, ay caliente. Merci Gamal, à bientôt, hein, Inch'Allah, hein, et la prochaine fois, j'aurai jusqu'au bout, hein. RT comme pas RT. Hein. Bon, j'espère qu'ils vont me donner une valise RT, bien sûr. Joli. Bolsonaro va-t-il nous faire du Trump? Affaire à suivre. Après le mont Corcovado, j'ai beaucoup de mal à gravir le sommet de la Ligue arabe, à part le Qatar. Tous les invités ont décliné l'invitation. Mohamed VI ne viendra pas, mais Bernard de la Villardière, qui passera par là, oui. Des délégations représenteront les pays, mais pas les chefs d'État qui se sont liés pour s'adresser mutuellement à une motion de censure cristallisée par des alliances politiques contrariées avec l'État israélien. Un sommet qui n'a